Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, journal du dimanche au soir, qui aujourd'hui sera marqué par ces sujets. Et c'est d'ailleurs ceux qui ont d'abord marqué notre semaine en 9 de l'insurrection populaire et 63e anniversaire de l'armée. Ce sont des sujets donc qui ont marqué cette semaine. Nous y reviendrons à travers un premier plateau. Vous en découvrez tout à l'heure la composition. Et puis, deuxième édition du Festival de films alimentaires. C'est du 8 au 11 novembre 2023 au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané. Quelle alternative pour des systèmes alimentaires durables à l'échelle locale et mondiale? C'est le thème qui a été retenu. Nous aurons plus de détails avec Abdoulaye Diallo. Et puis sport, le Burkinabé Paul Domon reste le grand vainqueur de ce 34e tour cycliste international du Faso. La 10e étape et dernière a été courue entre Saponé et Ouagadougou et ça sera le deuxième grand plateau de ce JDS, journal dimanche au soir, avec comme invité John William Sonda, Moussa Ramdi de CS Media et Assami Touré qui nous a permis de vivre ce tour. C'est donc ainsi le déroulé pour ce qui est de ce JDS, journal du dimanche au soir. La première des rubriques, c'est celle politique. Pour planter le décor de ce premier plateau, un reportage qui résume la première thématique qui sera abordée, la cérémonie d'hommage aux martyrs de l'insurrection populaire de 2014 et du coup d'État manqué de septembre 2015, qui s'est tenue, il faut se dire encore, mardi 31 octobre, donc cette semaine, au mémorial aux héros nationaux de Ouaga 2000. La cérémonie a été présidée par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, et a été marquée par un dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument sur lequel sont inscrits donc les noms des martyrs de la nation. Nous y revenons ici avec Sanata Séré avant le premier plateau. La sirène retentit ici à la place des héros nationaux. Silence de mort. Toute la nation burkinabé debout. La délégation gouvernementale avec le chef de l'État en tête pour rendre hommage aux victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État du 15 septembre 2016. Ceux-là qui ont marqué leur engagement de combat et de sacrifice pour la nation burkinabé. Le dépôt de gerbes de fleurs par le chef de l'État a été l'acte marquant de cette commémoration. En ce jour de souvenir à la fois douloureux et victorieux, toute la nation burkinabé a une pensée de compassion pour les martyrs tombés sur le champ d'honneur, pour les blessés, leurs familles et proches. Pour le président des familles des martyrs de l'insurrection populaire, cette insurrection n'est qu'une victoire d'étape. On s'est battu, mais on continue à se battre. La lutte, elle est permanente. Nous devrons continuer à lutter. Maintenant, on a un président qui est clair. Il est avec la jeunesse, il est avec tout le peuple burkinabé pour lutter. Donc la lutte est permanente. Donc ne dormez pas. Parce que l'ennemi, il est à l'intérieur, mais il est à l'extérieur aussi. Donc nous devrons tous ensemble trouver les voies et moyens pour que cet ennemi-là devienne notre ami demain. Les lois pour le pupille de la nation, qui prend les FDF en charge et les familles des victimes aussi en charge. Donc, nous pensons que comme toutes ces lois ont été votées, nous pensons que nous allons pouvoir s'en sortir d'ici là, Inch'Allah. Pour Osibi Jouane, 9 ans après cette insurrection, il y a eu des hauts et des bas. Le Burkina Faso a tant rêvé d'une démocratie sans faille avec de multiples engagements pour la résistance contre les assoiffés du pouvoir. Mais il ne faut pas oublier non plus l'éveil de conscience de la jeunesse. Mais je crois qu'il y a aussi des acquis. Les acquis sur le plan mental. Notre peuple a compris que sans lui, rien ne peut faire se passer. Et voilà pourquoi la jeunesse s'est mobilisée derrière les autorités aujourd'hui pour créer les possibilités du plus rien ne serait comme avant. Aujourd'hui, les gens se mettent ensemble pour qu'on puisse restaurer la République. Et après, on viendra maintenant pour notre train-train quotidien. Regardez dans le visage des gens, ça lie l'espoir, ça lie la mobilisation. Et sans mobilisation, il n'y a pas de victoire. Donc c'est des acquis de l'insurrection comme ça. Un rappel, l'insurrection populaire a fait plus d'une vingtaine de morts, plus de 600 blessés, avec de nombreuses destructions de biens publics et privés.
Je le disais, un premier plateau pour ces deux sujets qui ont été retenus, qui ont marqué cette semaine, à savoir donc cet anniversaire, celui de l'insurrection, cette commémoration, et puis le 73e anniversaire de nos forces de défense et de sécurité, donc de notre armée nationale. Et nous avons sur ce plateau avec nous Dr Lopé Payenne, qui est socio-politologue, enseignant-chercheur au CNRST. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Nous sommes aussi avec Adama Amadé Sigiré. Il est écrivain, coordonnateur du RISA, Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Bonsoir. Bonsoir, M. Vara. C'était un plaisir de vous avoir. Merci, c'est moi qui suis content de vous retrouver. D'accord, nous avons Bouré Magnoumou, qui est membre du PPS, Parti panafricain pour le salut, et il est aussi ancien député, maire de Houndé. Bonsoir. Bonsoir, Vara. Et le dernier visage, c'est Kambou Olo Mathias. Il est du mouvement Le Balai Citoyen. Vous êtes chargé à la mobilisation, c'est ça? C'est bien ça, à la mobilisation et à la gestion des structures du mouvement, donc les clubs. D'accord, merci. Et je vais me permettre un premier tour d'étape, mais ça n'a rien à voir avec l'actualité qu'on vient de voir. On va tout à l'heure l'aborder. Mais il y a une nouvelle qui est tombée parce qu'on a entendu tout au long de la journée, de la soirée presque, avec en fait certaines insistances, parler de réquisition, de plusieurs réquisitions. Et il y a le communiqué qui est tombé, celui du MBDHP, qui dénonce une réquisition massive et ciblée de citoyens. Donc ça, on va dire ça se précise. Et dans ce communiqué, on lit ceci. Cette fois-ci, les réquisitions opérées par le MPSE2 concernent pour l'essentiel des membres du collectif d'organisations syndicales et de la société civile ayant annoncé la tenue d'un meeting le 31 octobre dernier à la Bourse du Travail de Ouagadougou, ainsi que des journalistes, leaders d'opinion et hommes politiques critiques sur la gestion des affaires de notre pays. Le MBDHP qui parle aussi d'abus de pouvoir et qui revient sur un certain nombre de faits, qui rappelle tout de même que le président a cette prérogative-là, qui est la réquisition, et se pose la question de son utilisation et à quel escient. Moi, j'ai dit, je vais vous permettre un premier tour d'étape parce que c'est aussi une actualité, quoi qu'on dise, pour ce qui nous concerne. Je vais commencer par vous, Nyoumou. Qu'est-ce que cela vous inspire, ces autres réquisitions dont on parle aujourd'hui, et la sortie, par exemple, du MBDHP qui dénonce? Merci, Vaha. Vous savez que j'ai l'habitude d'abord d'aller sur un sujet avant de venir au sujet. Je voudrais d'abord féliciter le gouvernement pour deux faits majeurs. Le premier fait, c'est le fait d'avoir élevé l'ancien président Thomas Sankara au titre des héros nationaux. Et le deuxième fait, c'est d'avoir baptisé l'un des boulevards les plus prestigieux de la capitale au nom de ce président, le capitaine Thomas Sankara. C'est quelque chose d'assez important et il faut en tout cas le magnifier. Alors, mais je terminerai en disant que je dois avoir une pensée pieuse pour le docteur Aruna Louré, dont la réquisition a été prolongée et que j'ai aussi trouvé sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est du premier sujet, je voudrais d'abord en tout cas dire qu'il faut attendre que l'autorité elle-même se prononce sur les raisons de la réquisition, si c'est en lien avec la mobilisation générale ou s'il y a d'autres raisons. Et peut-être que l'autorité va se prononcer là-dessus et probablement ensuite on pourra... Les réquisitions ne se font pas de façon verbale, c'est fait avec des documents. Je pense que jusqu'à l'heure où on se parle, bon, moi j'ai pas vu de documents, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des documents en lien avec cette réquisition, donc je m'attends d'abord de voir un document qui fait de façon formelle la réquisition. Il se pourrait aussi que ces personnes soient interpellées ou convoquées pour d'autres raisons. Bon, mais pour le moment, il n'y a pas un document officiel qui dit qu'ils sont réquisitionnés pour aller sur le front. J'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens en ont parlé, bon, avec la déclaration du MBDHP. Bon, mais ça ne fait pas foi, en tout cas, de l'avis de l'autorité. D'accord. Je pense qu'on va passer à Kambou, parce que vous êtes du balai citoyen, et puis dans ce que dit le MBDHP, il dit que ceux qui ont été ciblés, si on peut lire en gros, c'est des organisations syndicales et la société civile ayant annoncé la tenue d'un meeting le 31 octobre. Je ne sais pas si vous avez peut-être des informations outre mesure, puisque ça concerne peut-être ceux qui y étaient, vous le balai citoyen, je pense que vous en faisiez partie. Réaction? Merci 3TV, merci Monsieur Va. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette occasion qui nous donne de pouvoir nous prononcer sur la vie de la nation. Nous rendons grâce à notre Seigneur le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, pour tout ce qui nous permet de faire par sa grâce. Et donc,
Si nous sommes en vie aujourd'hui, 9 ans après l'insurrection, puisque c'est l'occasion qui nous réunit ici, c'est pas sa grâce. Et parce que certains de nos camarades, de nos amis, certains de nos concitoyens et compatriotes ne sont pas de ce monde. Et au nom de leur sacrifice suprême, nous avons le devoir de continuer le combat advienne que pourra, peu importe le prix à payer. Et par la grâce de Dieu, nous sommes sous le bouclier de notre Seigneur, au nom de Christ Jésus. Cela dit, effectivement, avec vous, nous avons vu et nous avons constaté, parce que nous-mêmes nous sommes allés aux garnisons aujourd'hui, accompagnés des camarades pour prendre les réquisitions. Ok. Donc la réquisition est réelle. Maintenant, c'est l'analyse qu'on peut faire. Il y a la question du nombre. Vous avez accompagné certains. On peut avoir. Au balai citoyen, il y a Zinaba Rasmane, il y a Bassirou Bayo. Et puis, dans le mouvement démocratique de façon générale, donc l'ODJ et tout ce qui concerne les forces progressistes en combat qui ont lancé le mouvement pour le meeting du 31 dernier, il y a beaucoup de gens, dont Gabin Corbego, le professeur Gabin Corbego, bien d'autres personnes, Diallo du CICS, tout et tout. Donc, il y a une liste. Et certainement que peut-être nous, mais notre nom est sur la liste, ce n'est pas le plus important. On ne débat pas de ça. Ce dont on débat, c'est l'opportunité et surtout le pourquoi. La réquisition rentre dans le cadre d'une loi qu'on appelait mobilisation générale. À l'époque, quand on prenait la loi sur la mobilisation générale, le peuple burkinabé déjà était mobilisé. On n'avait même pas besoin de loi sur la mobilisation générale parce que la loi sur la VDP a été votée depuis le régime de Roch. Et quand on a lancé l'appel à la mobilisation pour les VDP, les populations burkinabées sont allées s'enrôler. Nous-mêmes qui vous parlons, nous faisons partie de ceux qui sont allés nous enrôler en tant que VDP. On n'a jamais été appelés. Zinaba en fait partie et puis beaucoup d'autres gens. Mais la loi sur la mobilisation générale pour nous avait un seul objectif politique, c'était de verrouiller l'espace public, c'était d'imposer une pensée unique, c'était évidemment de faire en sorte à ce que toute personne qui a une voix critique sur la gestion du pays puisse être envoyée au front. On n'a pas perdu front. Ceux qui ont fui le front, ceux qui ont perdu front. Non, on n'a pas perdu front. Ce n'est pas ça le plus important. Nous disons que cette réquisition est arbitraire. Parce que des Burkinabés dans ce pays-là ont osé brandir des machettes, osé défier les lois, donc l'autorité publique, pour s'en prendre à d'autres Burkinabés. Ils n'ont jamais été envoyés au front. Ils n'ont jamais été réquisitionnés. Et ce que nous observons depuis le cas Louré, sinon même bien avant, évidemment, donc Kaya et autres là, c'est que c'est toute personne qui a une voix critique sur la gestion du capitaine Ibrahim Traoré qui est envoyé, qui est réquisitionné. Nous disons que ce comportement arbitraire que nous avons combattu sous Blaise, sous Roch, sous Damiba, nous n'allons pas l'accepter aujourd'hui. Ce n'est pas la réquisition que nous... Donc, c'est une réquisition arbitraire des gens qu'on considère qui doivent la fermer pour satisfaire les déshydratats. On va savoir choisir les propos. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ce que je dis ici, ça n'engage que moi. Oui, mais c'est sur un plateau. Oui, je vous comprends, monsieur Va. Ne vous inquiétez pas. Que les propos et les mots soient bien choisis. Ne vous inquiétez pas, monsieur Va. Ce que je dis ici n'engage que... Ça n'engage même pas le balai soin. Ça engage l'individu Kambou Olo Mathias qui est épris de justice, de paix et qui est épris et qui est contre tout ce qui est comportement arbitraire, d'où qu'ils viennent d'Ibrahim Traoré ou qu'ils viennent d'un citoyen là-dedans. Donc nous disons que... Du président. Du chef de l'État Ibrahim Traoré, capitaine Ibrahim Traoré. Donc nous disons que ces réquisitions sont arbitraires. Elles sont vous avez terminé, parce que j'ai dit c'est un tour de table. Si vous me permettez de terminer, ça va nous faire peur parce que rapidement, nous disons que ces réquisitions sont arbitraires. Ces réquisitions ne visent que des personnes qui critiquent la gestion du pouvoir et à ce titre-là, nous donnons le devoir de désobéir à toute forme de réquisition arbitraire et de comportement arbitraire d'où il vient. Ça, c'est un appel que nous ne va pas laisser passer ici. Voilà. On ne va pas laisser passer cet appel-là ici. Ben, on a compris votre position. Je reviens à vous, Adam Amadé Sigiré, sur cette information qui vient de tomber. Donc, il vient de confirmer qu'il y a eu, c'est vrai, des réquisitions. Moi, je reviens sur le communiqué du MBDHP aussi qui est tombé, qui dénonce un peu ces réquisitions-là. Vous, comment vous le disiez? Merci beaucoup, M. Vaha. Bon, avant de continuer, moi, je voudrais dire que c'est mieux que vous assurez la police du débat, parce que je pense que nous sommes tous venus pour parler. Chacun a des idées. C'est ce que je fais d'ailleurs. C'est pas intéressant qu'on laisse une seule personne mobiliser la parole. Alors, pour revenir maintenant aux réquisitions,
Je n'ai pas vu un acte de réquisition. Personnellement, je n'ai pas vu. Mais j'ai fait le constat comme honorable Youmou sur les réseaux sociaux. Pour moi, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Moi, j'ai perdu mon village. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le retour de la paix. C'est le retour des personnes déplacées internes. Il y a la mobilisation générale qui a été décrétée conformément à la constitution du Burkina Faso, qui donne l'autorisation au président capitaine Ibrahim Traoré de décréter la mobilisation générale. Alors, partant de cela, chaque jour que Dieu fait, des Burkinabés partent sur les théâtres d'opération. Des Burkinabés partent pour faire la guerre, que ce soit X, Y ou moi, je n'ai pas de préférence pour moi qui suis là. Demain, on peut me dire de partir sur le terrain. C'est pour sauver le Burkina Faso. Donc, nous sommes tous des Burkinabés. Il n'y a pas de super Burkinabés. Que X ou Y soit appelé sur le front, moi, les grades ou bien les titres des individus, ça ne m'intéresse pas. Ils sont des Burkinabés, soit ils sont des Burkinabés, soit ils ne le sont pas. À partir du moment où ils sont des Burkinabés, comme les VDP qui sont sur le front, comme les militaires qui sont comme les gendarmes, ils peuvent aller sur le front pour défendre le Burkina Faso. S'ils sont vraiment des dignes Burkinabés et s'ils aiment vraiment leur nation. Donc partant de cela, si les réquisitions sont vraies, pour moi c'est un non-événement. Ce sont des Burkinabés qu'on demande d'aller défendre le Burkina Faso, quoi de plus normal. Et félicitations au capitaine Ibrahim Traoré et à tous les membres du gouvernement qui se battent pour libérer le Burkina Faso. D'accord, tout de table. Docteur Lopé-Payenne, là-dessus. Oui, bon, moi, en ce qui me concerne, l'information, je l'ai eue juste avant de sortir. Voilà, parce que toute la journée, j'étais occupé à d'autres choses. J'étais concentré donc, sur mon travail. Et c'est là, un ami m'a appelé. Et il dit, mais est-ce que moi, je suis informé d'une situation? J'ai dit, c'est quelle situation? Qu'il semblerait que, voilà, des citoyens qui sont réquisitionnés, voilà, ou un nombre assez important, donc des citoyens qui sont réquisitionnés. J'ai dit non, moi je n'ai pas l'information. Il dit bon, depuis moi je n'ai pas consulté mon portable, donc je ne sais pas ce qui se passe. Et donc il m'a donné l'occasion donc de consulter mon portable et j'ai vu un post sur Facebook, quelqu'un qui parlait même d'arrestation. Voilà, d'arrestation et de réquisition. Bon, c'est là, moi j'ai appelé un autre ami pour lui demander s'il est au courant. Bon, il dit, lui, arrestation, lui n'est pas au courant, mais réquisition. Bon, mais je pense qu'on vient d'avoir les confirmations ici. Hein. Voilà. Donc, voilà, on peut voilà, il dit réquisition, oui. Donc, du coup, bon, voilà, à chaud, franchement, moi je suis dans une confusion et j'attends que les choses se précisent davantage pour que je puisse me prononcer. Voilà, c'est juste avant de sortir que j'ai l'information. Oui, comme vous vouliez réagir, mais ça sera rapide. Et comme j'ai dit, c'est pas le sujet enrôlé. Et surtout pas d'appel, parce que ici c'est pas le lieu. Non, c'est pas voilà. le lieu. Nous sommes c'est bien cela. Avec vous et la télévision qui nous fait honneur et tous les médias qui nous font honneur de nous inviter au débat qu'ils nous proposent et au cadre qu'ils créent pour que nous puissions donner notre point de vue. En effet, effectivement, ce n'est pas la réquisition en tant que telle qui peut nous poser un problème, c'est le comportement arbitraire et surtout l'esprit de punir les Burkinabés qui sont critiques de la transition actuelle du capitaine et chef de l'État Ibrahim Traoré. Bon, ça vous l'aviez déjà dit. Hein, donc. Non, donc tout Burkinabé fait se retrouver sur le terrain de l'opération. Mais quand on parle de réquisition, il y a en termes de droit ce qu'on appelle la nécessité. Par exemple, vous êtes journaliste. On peut vous réquisitionner. Cela suppose quand on vous réquisitionne, votre compétence intellectuelle, votre compétence professionnelle n'est pas disponible au niveau de l'armée et donc on vous réquisitionne pour votre compétence intellectuelle, votre compétence professionnelle et vous partez faire ce travail-là dans le cadre d'une réquisition. Ce que nous voyons dans les actes et les notes de réquisition, ce n'est pas le cas. Donc, sauf à être vraiment intellectuellement malhonnête et politiquement ingrat et malhonnête, on sait que ces réquisitions rentrent dans le cadre d'une punition et d'une approche, on va dire, arbitraire. Et comme nous sommes positionnés comme des combattants contre l'injustice, nous disons, oui, on peut réquisitionner des Burkinabés, mais ça ne doit pas se faire dans l'arbitraire. Ça ne doit pas se faire contre seulement ceux qui critiquent le régime. Et ceux qui applaudissent le régime peuvent, si vous voulez, même assassiner d'autres Burkinabés, mais ils ont tous les faveurs du régime. Nous ne pouvons pas l'accepter. Bon. Donc, ce n'est pas le théâtre d'opération. Nous vous avons dit au départ, quand on a lancé l'appel des VDP, moi qui vous parle, Zinaba, et beaucoup de nos camarades peuvent vous présenter des récépissés d'engagement pour être VTP. Donc, on est disposé à nous engager pour
combattre pour le pays. Donc on est contre toute forme de mesures arbitraires qui viennent. C'est ce que nous combattons. Et donc ces mesures de réquisition rentrent dans le cadre de mesures arbitraires et nous n'allons pas accepter cela. Ça fait 8 fois que vous le répétez. Nous voulons préciser on va continuer. Si vous permettez, on va continuer. On avait 2 sujets, je l'ai dit, qui étaient donc enrôlés. C'est d'abord la question de ce 9e anniversaire de l'insurrection. On a pu le voir, je pense que c'était mardi, on a suivi tout à l'heure avec pose de gerbes de fleurs et tout. Déjà, cette cérémonie, quel regard de façon générale? Parce que beaucoup, très vite, ont dit qu'il y a eu de grands absents. D'autres ont dit, au moins, cette fois-ci, bon, peut-être que les gens y ont mis un peu plus de manière. D'autres disent, bon, de grands absents, ils n'en sentent pas, puisque certains blessés et autres étaient là. Vous, quel regard sur cette cérémonie-là? On va commencer par vous, Numo. Merci Vaha. La cérémonie, je l'ai observée. Je dirais donc, cette année, la cérémonie a été sobre et je dirais mesurée au contexte. N'oubliez pas que le contexte n'est pas très favorable à beaucoup de tapage de l'autorité. Donc je dirais que ça a été sobre. Ce qui est peut-être un peu difficile, c'est naturellement le fait que ça s'est tenu dans un contexte de haute tension et qui a marqué une division très profonde, en tout cas des Burkinabés. D'une part, il y avait les syndicats qui voulaient faire pour eux à part, le gouvernement veut faire de là. Or, nous sommes dans un contexte où on a besoin de fédérer les énergies, de se comprendre. Parce que c'est la seule voie d'issue pour qu'on puisse vaincre le terrorisme. Si nous sommes divisés, ça va être difficile. Donc, je dirais que dans sa forme, la cérémonie a été sobre. Mais au fond, il y a des tensions, des divisions qu'il va falloir rattraper. Et ça invite l'autorité à faire des assises, en tout cas nationales, pour que les Burkinabés se parlent. De quel type de tension, par exemple, vous parlez? Mais quand la CGTB demande à faire un meeting et que ça n'a pas été accepté, ce meeting c'était pour commémorer naturellement les 30 et 31 octobre, le 9e anniversaire, s'il faut le dire ainsi. On dit, bon, on fait ensemble, bon, ou vous ne faites pas pour vous. Bon, c'est ça, j'appelle en tout cas des tensions, des distanciations qui se trouvent au sein, en tout cas, des frères et sœurs burkinabés. Et ça, c'est pas intéressant pour en tout cas le chemin que nous avons emprunté. Je reviens vers vous, Adama Sigiré. Oui, effectivement, j'ai suivi la célébration de 31 octobre 2023. Je pense que la célébration de cet événement-là, c'est un événement national, relève des prérogatives de l'État. Et c'est ainsi que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à un dépôt de gerbes au mémorial des martyrs. Je crois que c'est comme ça on appelle ça, à Ouaga 2000. Voilà, effectivement, mais on constate effectivement aussi qu'il y a eu, la célébration a été faite dans un contexte de division où les Burkinabés ne sont pas solidaires parce qu'il y avait effectivement la CGTB qui avait demandé à célébrer cette date-là. Mais je me pose la question entre la CGTB et le gouvernement qui a les droits légitimes pour commémorer cette date. Je pense que c'est le gouvernement et c'est la célébration du gouvernement qui doit ici être normale, comme ça s'est passé. Ça s'est passé aussi de façon sobre, comme Honorable Nyouma a dit, parce que le contexte aussi n'est pas favorable à beaucoup de festivités, à beaucoup de bruit. Nous sommes en guerre, il y a d'autres prérogatives, mais dans l'ensemble, j'estime que l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 devrait être célébré comme il se doit, comme cela a été fait, parce que ça a été un tournant fort décisif de notre histoire. Ça a été un moment d'espoir, ça a été un moment où les Burkinabés ont espéré la rupture, les Burkinabés ont espéré les changements, et surtout qu'après l'insurrection populaire de 2014, il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu de changement, et je vois qu'aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré vient honorer les mémoires de tous ceux qui sont tombés, parce que ceux qui sont tombés ne sont pas seulement tombés pour que Blaise ne modifie pas l'article 37, ils sont tombés pour qu'il y ait une rupture en matière de gouvernance, ils sont tombés pour qu'il y ait un changement. Aujourd'hui, il y a une rupture en matière de gouvernance, il y a le changement. C'est tout à fait légitime et normal que le capitaine Ibrahim Traoré commémore cette date-là parce que son engagement, sa démarche politique rentre dans la vision de l'insurrection populaire qui, malheureusement, avait été d'une manière ou d'une autre trahi, entre guillemets, par ceux qui ont commis l'insurrection. Donc aujourd'hui, ceux qui sont morts ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour le changement, ils sont morts pour la rupture politique. Aujourd'hui, le changement est là.
là. La rupture politique est là, bon, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, en tout cas, tout le monde sait que depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, les mémoires de ceux qui sont tombés ont été honorées. Et les absences remarquées dont les jeunes... Les absences remarquées, c'est très regrettable, mais comme je l'ai dit, je suis parfaitement d'accord avec le Premier ministre Tambela qui a dit qu'aujourd'hui on ne peut pas unir tous les Burkinabés, parce qu'il y a des gens qui ont des intérêts privés, il y a des gens qui ont des intérêts plus ou moins égoïstes. Les Burkinabés ne sont pas divisés au nom de l'intérêt national, beaucoup sont divisés au nom de leurs propres intérêts, parce qu'ils ont soutenu des partis politiques qui ne sont plus au pouvoir, parce qu'ils avaient des financements qu'ils n'arrivent plus à avoir. Ce sont des frustrations. On ne peut pas réunir tous les frustrés autour d'une table pour faire quelque chose. Est-ce que ne pas pouvoir ratisser large aussi n'est pas un genre d'échec? On essaie de ratisser large. C'est pas un genre d'échec. Non, non. Dans quel pays vous avez vu, M. Vaha, où un gouvernement a pu réunir tout le monde? Même en France, où les gens font référence, la France n'a pas pu, Macron n'a jamais pu réunir tous les Français pour une cause nationale. Ici, notre volonté, c'est de réunir tout le monde. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui ont des agendas cachés, il y a des gens qui sont frustrés, qui sont en colère pratiquement pour des raisons qu'eux seuls savent, des sankaristes qui ne veulent pas entendre parler des œuvres de Sankara. Nous sommes déçus, mais nous sommes obligés de faire avec les Burkinabés qui sont convaincus, qui veulent la rupture et le changement. Et ce sont les Burkinabés qui sont convaincus, qui veulent la rupture et le changement, qui sont avec le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, ceux qui ne sont pas avec lui sont des conservateurs. On ne va pas passer le temps à faire la cour des conservateurs. Voilà, on avance. On ne peut pas réunir tout le monde. Oui, on ne peut pas réunir tout le monde, mais quand même, il y a des, comme je dirais, il y a des symboles, peut-être symboles qui n'étaient pas là. Vous n'allez pas me dire que tous ceux-là ont des... Mais qui est venu à la place des martyrs à avoir 2000 et puis on l'a cherché? Moi, je n'y étais pas parce que je ne me sens pas bien, mais ceux qui ne sont pas allés aussi n'ont pas voulu aller. Je n'ai pas vu une OSC ou bien un individu qui est parti là-bas pour se joindre aux gens pour commémorer la date du 31 octobre et puis la personne a été cherchée. Ceux qui ne sont pas allés ne voulaient pas aller. Et comme je vous ai dit, on fait avec ceux qui veulent les changements. Docteur Le Pépin. Oui, la commémoration donc, de l'anniversaire de l'insurrection, donc moi je l'ai suivi comme ça. Et donc ça a été une prise en charge gouvernementale, ça il faut le dire. Donc c'est l'autorité étatique qui a décidé donc de commémorer. Et je pense que c'est une date qui s'impose aux autorités actuelles. Voilà, parce qu'avant que ce gouvernement ne soit là, il y a eu bien des gouvernements qui sont passés et qui ont commémoré l'anniversaire de l'insurrection. Et donc, je pense que c'est un jour férié et tout ça, c'est antérieur à ce régime-là. Donc, le régime n'a pas autre choix que de perpétuer la mémoire de ceux qui sont tombés le 31 octobre pour que le Burkina Faso puisse quand même évoluer sur le plan démocratique, pour que le Burkina Faso puisse se débarrasser donc, des velléités donc, de monarchisation du pouvoir. Voilà, et donc il faut saluer la mémoire de ces martyrs qui sont tombés. Et maintenant, ce que peut-être je regrette jusqu'ici, je pense qu'il y a toujours des gens qui sont là avec des blessures. Voilà, je ne sais pas si ces gens-là ont été totalement pris en charge jusqu'ici. Voilà, parce que j'ai suivi une fois une commission où voilà, ces cas-là revenaient. Voilà, donc moi je regrette que et quand même tous ceux qui ont participé à l'insurrection et qui sont sortis avec des infirmités et des séquelles quelque part, jusqu'à ce jour, on ne devrait pas être là en train de parler donc des droits de ces martyrs-là. Donc moi, ma préoccupation est que vraiment, si jusqu'ici il y a des choses qui ne sont pas encore réglées, rentrer dans les règles, dans les normes, qu'on puisse le faire. C'est la meilleure façon de rendre un hommage à ces martyrs, aux blessés de l'insurrection. Voilà. Et maintenant, la date n'a pas eu une certaine... disons, la commémoration n'a pas réuni tout le monde, toutes les forces. Voilà. Et ce qui est normal, au regard donc des tendances aujourd'hui qui se dégagent sur le plan politique, au regard des divergences donc, qui se prononcent, et au regard des antagonismes qui se créent voilà, au sein de l'espace public, et on peut comprendre que la commémoration ne puisse pas réunir tous ceux qu'on pouvait appeler comme des acteurs donc, de cet événement. Donc cela reflète aujourd'hui les tendances actuelles, les contradictions actuelles qui se font dans ce régime. Oui, mais voilà. Quand on regarde, parler de contradiction, il y avait des acteurs de la société civile, il y avait des syndicats qui avaient entrevu un meeting. Ça, c'était, je pense que ça, c'est autre chose. Ça s'est fait, le débat s'est fait, et puis on sait ce qui s'est passé, l'appel qui a été lancé et la décision qui a été prise par après. Mais quand on parle de l'insurrection populaire, il y a eu aussi ces acteurs politiques-là qui étaient majeurs, qui ont compté dans la lutte
pour qu'il y ait Blaise Compaoré qui accepte de capituler. Tout cela aussi, on ne les a pas vus, alors qu'ils n'étaient pas dans le débat concernant le meeting en question. Donc, je me dis, quand on parle d'absence, c'est pluriel. Hein. Les absences là sont plurielles. Oui, à ce niveau, et concernant les absences, pour moi, ceux qui ont décidé de ne pas se présenter à cette commémoration, c'est à eux de dire pourquoi ils ne sont pas allés. Parce que moi, je ne peux pas me mettre à la place, par exemple, d'une ORC qui devrait normalement être là-bas et qui n'est pas parti. Je ne peux pas me mettre à la place de ces ORC pour donner des raisons. Mais maintenant, il appartient à ces gens-là de dire pourquoi nous, on n'a pas et nous ne sommes pas allés commémorer avec les autorités actuelles. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais maintenant, voilà, en ce qui concerne peut-être du côté syndical, voilà, où voilà, ils ont voulu commémorer aussi parallèlement au gouvernement. Tout le monde a suivi voilà, comment ça s'est passé, ça a suscité un tollé. Voilà, ça a divisé l'opinion, ça il faut le dire. C'était une situation malheureuse. Voilà, et même d'aucuns même sont allés même jusqu'à se poser la question même de la légitimité même de ces gens même de ce groupe-là à commémorer ici les événements de 31, dans la mesure où ils n'étaient pas, c'est-à-dire des acteurs de cet événement, ils n'ont pas apporté une contribution. Et je pense que Kamau est là. Si peut-être ce que j'ai dit n'est pas là, il peut confirmer ou infirmer. Voilà. Et donc, à ce niveau, la question même de la légitimité même de commémorer, ça s'est posé aussi au sein de l'opinion. Il y a eu tout un débat autour de ça. Maintenant, des acteurs historiques qui normalement devraient être là-bas et qui n'ont pas pu se présenter, je ne sais pas si ces acteurs-là ont été invités par les autorités et ils ont décliné ici l'invitation, ou c'est de façon délibérée que ces acteurs ont décidé de ne pas. Là, franchement, la question que je pose, c'est que pour une date symbole comme ça, si vous avez plusieurs acteurs symboles, comme on dit, qui sont pour moi pluridimensionnels, hein, on ne les a pas de façon homogène dans un seul secteur, comme j'ai dit avec les syndicats ou bien avec la société civile, il y a même les politiques et tout, mais pratiquement tout cela, on ne les a pas vus. La question, est-ce que c'est à poser à chacun ou bien c'est à poser à l'organisateur qui n'a pas pu ratisser oui, l'âge? Je pense que c'est ça aussi la question. Est-ce que ces acteurs ont été invités par les organisateurs? Parce qu'on ne saurait le dire. Comme vous, Mathias, on va permettre de réagir. Je sentais que Nimou voulait réagir, mais comme c'est un premier tour de table, vous allez y aller avant Nimou. Merci, Va. Avant tout propos, nous nous inclinons au nom de notre mouvement et à notre personnel devant la mémoire de tous ceux-là qui aujourd'hui reposent au cimetière de Gounguin ou dans d'autres cimetières à cause ou du moins du fait de l'insurrection populaire parce qu'ils ont été assassinés. Nous nous reposons devant la mémoire de tous ceux-là qui ne sont pas avec nous et qui justement ont porté ce rêve-là et qui malheureusement ne sont pas avec nous. Nous avons une pensée pieuse pour toutes les personnes qui portent des séquelles de l'insurrection populaire, toutes ces personnes qui portent des traces de la bavure de l'adversaire à l'insurrection populaire, notamment les blessés et les ayants droit, les familles des personnes qui sont décédées, les ayants droit. Au nom de toutes ces personnes-là, et qui sont de ce monde, qui ne sont pas de ce monde, qui sont blessés ou qui sont handicapés, notre mouvement, le Balai Citoyen, s'incline et se donne le devoir de toujours rester sur la ligne et le droit chemin qui étaient les aspirations des insurgés, et lesquelles aspirations portaient sur la quête d'un état de droit démocratique, lesquelles aspirations portaient sur l'ouverture des espaces démocratiques, lesquelles aspirations portaient sur la justice sociale, sur l'égalité, sur l'équité, lesquelles aspirations portaient sur la quête d'une paix durable, lesquelles aspirations portaient véritablement sur les ambitions d'un Burkina intégré à une Afrique unie qui se développe, et donc un Burkina Faso qui fait totalement rase, ou du moins qui oublie, ou du moins qui abandonne les pratiques d'état d'exception qu'on a connues. Et donc ce combat-là, c'était le combat des insurgés, donc le combat contre un pouvoir patrimonial, le combat contre un pouvoir à vie, le combat contre... Non, mais ça, on va y revenir. Non, on va pas revenir. Le cérémonial lui-même. Voilà, on va parler des acquis et tout. Voilà, ça, on va le cérémonial lui-même, avant de venir à ça, il est important pour nous, par devoir militant,
de nous rappeler de toutes ces personnes qui sont mortes. Parce que c'est nous qui les avons appelés, nos organisations, que ce soit les partis politiques, que ce soit les organisations qui les avons appelés à sortir, et certains ne sont pas avec nous. Et certains portent des balles, certains portent des séquelles. Donc, on ne peut pas commencer un débat sur cette question-là sans leur rendre un hommage vibrant, et que la grâce de Dieu soit sur leurs familles, sur ces victimes-là, et que le Seigneur accueille tous ceux qui ne sont pas avec nous dans son paradis. Mais nous donnons le devoir de continuer le combat qu'on a commencé ensemble avant l'insurrection populaire, et ce combat-là qui est pour un état de droit démocratique, un état républicain, et donc le refus total d'une patrimonialisation du pouvoir, le refus total d'une dictature. Sur ces motivations, j'ai dit tout à l'heure, on va y revenir. Maintenant, c'est sur le cérémonial en lui-même. Le cérémonial en lui-même, effectivement, quand nous l'analysons, nous sommes de ceux qui pensons que on peut peut-être vérifier, hein. Si nous nous trompons, vous pouvez aller vérifier. Nous n'avons pas souvenance d'un seul discours du chef de l'État, capitaine Ibrahim Traoré, qui fait référence à l'insurrection populaire comme une étape majeure de notre peuple pour la quête d'un progrès. Nous n'avons pas souvenance de ça. S'il y en a, nous sommes preneurs de cela. On peut se tromper. Nous n'avons pas souvenance d'un discours bien des défenseurs du MPSR qui fait référence à l'insurrection. Nous sommes de ceux qui pensons que la motivation de ce meeting-là, ou du moins de ce cérémonial-là, est essentiellement politique, dans le but de contrecarrer une autre commémoration des organisations de la société civile qui avait programmé la date du 31 octobre avec la CGTB et toutes les organisations qu'elle a pu mobiliser. Et donc, comment faire pour ne pas que ça soit l'événement majeur de cette journée-là? Nous pensons que dans le laboratoire politique du pouvoir, on a pensé qu'il fallait faire ça. Donc, c'est la première fois que... Est-ce que c'est la première fois que l'État en lui-même organise? C'est pas la première fois qu'il y a un régime politique. C'est pas la première fois. Depuis l'insurrection populaire, la transition de 2015, le régime de Roch, on organisait. L'année passée même, Maître Apollinaire de Tambela, qui est le premier ministre, il y a eu un truc où il a présidé. Mais nous disons que ce cérémonial-là avait un but précis, objectif, qui était de contrecarrer cette activité qui consistait justement à commémorer cette date-là en rappelant au régime actuel et au président capitaine Ibrahim Traoré les aspirations que portait cet événement majeur. Et donc, on a court-circuité cela avec tout ce que vous avez vu. Mais si vous reconnaissez que maintenant, pour la plupart des régimes, on va dire que c'était habituel, pourquoi est-ce que ça va être un fruit des laboratoires pour vous contrer si c'est habituel? Non, c'est un fruit de laboratoire parce que nous pensons que ce n'est pas une cérémonie à laquelle le dirigeant principal actuel allait participer si le collectif des organisations progressistes n'avait pas organisé son 31 décembre. Nous, c'est notre analyse que nous avons fait. Mais ne devriez-vous pas plutôt être fiers de ce que nous sommes fiers? Le président lui-même qui accorde une importance si capitale. Voilà, vous devriez plutôt en être fiers parce que vous dites que c'est une date importante. Nous sommes fiers qu'il y ait une célébration officielle entre griffes, sauf que nous disons, quand vous faites cela, ceux qui sont tombés avaient une aspiration. Malheureusement, votre gouvernance est aux antipodes des aspirations de ceux qui sont tombés dans des aspirations de l'insurrection populaire. Donc il y a une incohérence. À la limite, nous disons qu'il y a une forme... On choisira les mots. Je préfère être clair sur le plateau. Voilà. Il y a une forme d'injustice qu'on promeut en sachant qu'on n'est pas dans l'âme de l'insurrection, de cet événement-là, mais on le commémore simplement parce qu'on veut récupérer une date. Donc il y a une forme de récupération. Et donc nous, pour résumer en termes de mots, nous ne croyons pas à la sincérité de cette célébration-là. Sinon, elle serait annoncée longtemps avant et non après l'annonce des activités des organisations. Maintenant, pour répondre à mon grand frère, Dr Olo Pépin, rapidement, nous sommes d'accord avec lui. L'insurrection populaire, il y a eu plusieurs forces motrices. Les partis politiques et les OSC. Et parmi les partis politiques, vous savez, c'était le CFOP en son temps. Et parmi les OSC, il y en a plein, Balai, et puis tout ce que vous pouvez citer. Effectivement, si on va du principe que une organisation syndicale comme CGT n'a pas fait un appel officiel à ça, effectivement, ça, c'est pas faux dans l'absolu. Mais nous considérons que toute organisation du Burkina Faso qui se donne la mission de
travailler à la pérennisation de l'esprit de l'instruction populaire de ces acquis est un allié objectif et c'est un allié, même s'il n'était pas là en tant qu'organisation, parce que ces militants étaient là, nous considérons que c'est un allié objectif. Deuxième chose, c'est que dans ce pays, il ne faut pas aussi qu'on fasse le rêve. Il est un politicien, il le sait. Les théoriciens de l'insurrection, qu'on le veuille ou non, dans ce pays, et parce que nous, on nous a moqué sur le campus avant même qu'on arrive au campus, les théoriciens de l'insurrection, c'est encore le mouvement démocratique, donc la CGTP, tout ce qui va avec, qui, en tant qu'organisation, peut-être n'était pas là, mais les militants étaient là. Et donc, si c'est dans la mission... Mais ils étaient sur d'autres mots d'ordre. Lesquels, par exemple? On parlait de la question d'éducation à l'école burkinabé. Oui, le 27 septembre, mais c'est pas le débat du jour. Mais non, ce que nous voulons dire, c'est important de préciser, parce que c'est les téléspectateurs qui nous écoutent. Nous disons que, même si quelqu'un naît demain, et qu'il considère que 2014 est une phase importante pour le peuple burkinabé, et les aspirations de 2014 dans l'insurrection est une phase importante, et cette personne se donne la mission de faire en sorte à ce que cette date-là et ces aspirations-là soient pérennisées, nous considérons que ce monsieur est un allié. Maintenant, les autorités devraient être vos alliés, puisque les autorités ont jugé la nécessité. Donc je pense qu'il a fait la nécessité de commémorer. Donc je ne vois pas maintenant pourquoi il doit y avoir des divergences. Non, mais vous n'avez pas été invité. Mais ça, c'est compris. Mais vous vouliez réagir. Oui, Vaha, moi je constate vraiment difficilement que nous aimons des concepts de division. Okay. Des absents, des présents. Moi je pars du principe que déjà l'autorité a rendu férié le 31. Mais moi je n'ai pas vu quelqu'un qui a refusé de férier le 31. Donc moi je considère que personne n'a été absent à la commémoration. La commémoration, c'est pas aller se pointer au monument des martyrs. On peut commémorer ce 31-là, même sur son lit. La commémoration est très personnelle. Donc il ne faudra pas qu'on ait des concepts de division. Nous avons longtemps su que l'autorité organise toujours des tournants décisifs. Moi, je suis très jeune, mais je me permets d'aller jusqu'au 3 janvier 1966 et d'aller jusqu'au 4 août 83 et d'aller au 15 octobre. On a longtemps commémoré et les gens commémorent ces dates à leur façon. Donc pour moi, le 31 octobre, 30 et 31 octobre, chacun peut commémorer à sa manière. La symbolique qui s'est déroulée là-bas sur le monument des martyrs, je pense que c'était une cérémonie sobre que l'autorité a voulu. Et je pense que c'est l'autorité qui est la première, en tout cas, instance à organiser cette commémoration. Même si les gens peuvent dire que bon, nous sommes propriétaires de l'insurrection. Est-ce que tous les insurgés peuvent se retrouver là-bas? Est-ce que la place là-bas suffit pour nous tous? Qui est insurgé, qui n'est pas insurgé? Est-ce qu'il y a un Burkinabé qui n'a pas été insurgé, qui n'a pas été impacté? On a deux sujets. Donc pour moi, tout le monde a commémoré. Il n'y a pas eu d'absent. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas eu d'absent. Non, si vous permettez. On a deux sujets. Non, on va pas aller au deuxième sujet. Non. Si vous permettez, non, je ne vais pas permettre. Je ne vais pas permettre. Donc vous m'écoutez. Vous m'écoutez. Non, vous m'écoutez. On n'a pas besoin d'inviter quelqu'un. Non, vous m'écoutez. Non, ça ne sera pas fait. Je ne vais pas le permettre. Je ne le permets pas d'abord. Non, mais je peux finir. J'ai dit, on a deux sujets. Ok, on va boucler celui-ci avec une dernière, parce que pour moi, il y a aussi une réalité. Commémorer, c'est bien, mais 9 ans après, c'est quoi qu'on commémore? Qu'est-ce que les acquis qu'on pense qu'il faut renforcer? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation aussi qui n'est pas forcément celle que chacun des Burkinabés voulait lorsqu'il sortait. C'est ça aussi la réalité. Aujourd'hui, de quels acquis on parle? Comment est-ce qu'on les renforce? Quelle est votre lecture là-dessus? On fait ce dernier tour de table, mais je pense que chacun à la discipline de prendre 2 minutes maximum. Okay. Et quand on finit, celui qui choisit de prendre ces 2 minutes pour répondre à quelqu'un d'autre, c'est son choix. Parce qu'on doit parler de l'armée en quelques 15 minutes. Je vais commencer par vous, Adama Sigiré. Pour dire, moi je suis habitué à des plateaux ici à Free TV, vraiment des débats assez ordonnés et disciplinés. Et moi je suis assez attaché à cette manière. Non, c'est pour vous dire que je suis attaché à cette manière de faire, parce que quand dans un débat, c'est une seule personne qui parle, on a l'impression que les autres sont venus pour l'écouter, alors que personne n'a le monopole de la vérité. Donc il faudrait que les gens aient la sagesse d'écouter les autres. Moi je n'aime pas un débat
que j'estime désordonné, quoi. Voilà, ça, je trouve que c'est pas très respectueux. Maintenant, pour revenir à la célébration du 31 octobre, ce que je déplore, c'est qu'il y a des gens au Burkinabé qui se croient être des super Burkinabés et qui pensent que l'insurrection, c'est leur propriété. C'est triste et regrettable, ça fait même quand même rire. Ils n'ont pratiquement pas, il y a des gens qui n'ont pratiquement pas le sens de l'État. Je pense que 9 ans après, centrons-nous sur 9 ans après, ce qui en est sorti, après, et puis comment est-ce qu'on peut l'ancrer. Oui, aujourd'hui, c'est comme je suis en train de dire, aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré est en train de rendre hommage aux insurgés. Pourquoi l'insurrection? On a dit une insurrection populaire, on n'a pas dit l'insurrection d'une OSC ou d'un parti politique. On a dit insurrection populaire. Pourquoi des gens veulent s'approprier de l'insurrection populaire pour dire que c'est nous qui devons commémorer l'insurrection populaire et l'État n'a pas le droit de commémorer l'insurrection populaire? De quel droit vous pouvez empêcher un État de commémorer une insurrection populaire? De quel droit? Ça ne tient pratiquement pas. C'est purement de l'utopie et une façon de croire qu'on est supérieur à tout le monde. C'est même de l'arrogance, je m'excuse, c'est pas très intéressant. Donc, aujourd'hui, la rupture en matière de gouvernance politique est une réalité. Le capitaine Ibrahim Traoré, l'impérialisme, le capitaine Ibrahim Traoré a rompu à plusieurs niveaux. Et moi en tout cas, j'étais insurgent, mais je reconnais qu'effectivement, les insurgents n'avaient pas les mêmes objectifs. Mais moi, j'ai participé à l'insurrection populaire au nom de la rupture politique. Moi, c'est pas le fait que Blaise a fait 27 ans mon problème. C'est le fait que la donne politique pour moi était mauvaise. Et moi, je voudrais qu'on chasse la France, qu'on rompe avec la France, qu'on instaure une nouvelle donne politique. Mais aujourd'hui, c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. C'est ce que la majorité des insurgés voulaient. En tout cas, la masse des insurgés, c'est ce que les gens voulaient. Mais je trouve que c'est qu'un pilote de l'insurrection populaire n'avait pas ces objectifs-là. Et c'est tout cela qui crée des frustrations aujourd'hui. C'est tout. Les acquis de l'insurrection, nous en sommes 9 ans après. Pour moi, c'est d'abord de reconnaître que en tant qu'être humain, à un moment donné, on peut fléchir et à un moment donné même on peut tomber, mais l'essentiel c'est de se relever. Il y va aussi pour les nations. On peut avoir des acquis en 2014. À un moment donné, on fléchit sur ces acquis, mais le plus important c'est qu'on se relève. Et pour moi, aujourd'hui, il y a quand même des acquis sur lesquels nous avons fléchi, mais pour moi, il faut qu'on se relève à un moment donné. On est dans un contexte assez difficile. Les gens doivent en tenir compte. Mais qu'on n'exagère pas. Moi, je pense qu'avec l'insurrection de 2014, on n'a pas plus eu d'acquis qu'avec les années 98 où il y a eu l'affaire Norbert Zongo et les gens sont passés à autre chose. On n'a pas plus eu d'acquis entre 2014 et aujourd'hui qu'entre 98 et 2014. Pour moi, il va falloir qu'on accepte que toutes les nations, à un moment donné, tu as quelque chose. Tu peux perdre, mais il faut chercher, savoir récupérer et pouvoir avancer. Peut-être qu'aujourd'hui, on pense qu'on a perdu des acquis de l'insurrection, mais peut-être qu'on va gagner mieux si on y prête attention. Oui, sur la question des acquis aujourd'hui, 9 ans après. Merci encore à la 3 TV. Nous pensons que ceux qui veulent passer pour des données de leçons ne sont pas des exemples en termes d'arrogance, de suffisance et de condescendance. On va laisser ces choses-là. Cela dit, nous disons que c'est ce que nous voulons aborder quand on vous a demandé. Allons directement alors. Voilà, en termes d'acquis. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le ballet citoyen, en tant qu'organisation, boycotte une célébration de trucs. Sous la transition de 2015, on l'a fait parce qu'on a estimé que ce qui était décidé, il fallait faire des autopsies et ces autopsies n'ont pas été faites. Donc, pour la question judiciaire, ça pouvait poser problème. On avait boycotté. Vous pouvez aller regarder dans les archives. Et puis, ça s'est passé aussi sous le MPP où on n'était pas forcément là parce que nous, on a une vision et c'est à cette vision, notre orientation idéologique, c'est à ça que nous tenons, notre ligne, c'est à ça que nous tenons. Maintenant, cela peut plaire, cela ne peut pas plaire à qui que ce soit. Vraiment, nous ne regardons pas les désidératas des tantarpions pour choisir de défendre nos positions. En termes d'acquis matériel, la parenthèse que nous devons aborder, le ballet citoyen ne s'est jamais promu ou bien ne s'est jamais montré comme une organisation qui a la paternité de l'organisation. C'est un mensonge que les gens véhiculent et ça n'est que vrai que dans la tête de ceux-là qui sont complexés. Et nous ne pouvons pas résoudre la question des complexes des gens qui ont des insuffisances intellectuelles, politiques et morales. Ça, c'est leur problème. Si vous continuez, moi je vais vous arracher la parole. Maintenant, en termes d'acquis, il y a des acquis matériels, il y a des acquis immatériels à l'insurrection. L'un des majeurs acquis immatériels que l'insurrection a permis de plus ou moins, en tout cas, renforcer, pour nous, c'est cette capacité de notre peuple-là de pouvoir s'organiser, de prendre conscience que, effectivement, si
il s'organise, le peuple, il peut atteindre un objectif, il peut avoir des victoires. Ça, c'est un acquis immatériel qui n'est pas très souvent évoqué. Et l'insurrection populaire primée, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les 27 ans du régime de Blaise avaient tout ce que l'institution de régime avait mis en place au plan social, au plan politique, au plan militaire, même ce qu'on peut appeler... Et celui matériel alors, parce que tu as dit matériel, on va aller au matériel. Voilà, celui qu'on peut appeler l'état profond, c'était difficile. Donc notre peuple a cru que c'est possible de résister au régime, de résister à ses velléités de patronalisation du pouvoir, de résister à son ambition de s'éterniser au pouvoir et de résister à l'injustice. Et donc, ce n'est pas contre un individu, c'était contre des pratiques. Et c'est ces pratiques que les insurgés ont combattu et continuent de combattre. En termes d'acquis matériels, premier acquis matériel que nous pouvons... On va aller rapidement, on ne va pas aller de façon stratifiée. Sinon, vous allez aller de façon générale, l'un des acquis majeurs au plan matériel, quand même, vous n'êtes pas sans savoir, monsieur Vaha, que les organisations progressistes, les organisations qui ont toujours combattu pour l'ouverture des espaces démocratiques ont toujours eu un combat qui porte sur l'indépendance de la justice. Ça s'appelle l'insurrection populaire. Que la transition de 2015 a voté une loi qui porte sur l'indépendance de la justice, par exemple. Donc, la déconnexion du Conseil supérieur de la magistrature de l'exécutif, de sorte à ce que vous et moi, lorsque nous sommes en concurrence sur un sujet donné, le juge puisse être libre de trancher et qu'il ne puisse pas répondre aux injonctions d'un président, d'un ministre, d'un député. Ça, c'est un élément majeur en termes d'acquis matériel. Et donc, je peux citer bien d'autres acquis matériels, parmi lesquels, quand même, l'ouverture des espaces démocratiques. Et donc, un élément majeur aussi qui est la lutte contre la corruption. Vous savez très bien que quand même nos pays qui reste toujours des défis aujourd'hui. En termes de loi, c'est des défis, on peut le dire. Mais avant l'insurrection populaire, quand même, on n'avait pas les lois sur les délits d'apparence. On n'avait pas les lois sur, comment on appelle ça, l'auto-saisine d'un magistrat, ou bien les lois qui permettent à l'ASE aujourd'hui d'être une police économique qui fait en sorte à ce que nous qui vous parlons, si on soupçonne qu'on a un enrichissement illicite, qu'on puisse nous poursuivre. Mais ça, c'est important. Pourquoi? Puisqu'on a remarqué que nos États qui ont été gérés là, très souvent, ce sont les dirigeants étatiques avec les amis. On l'a compris. Votre temps est fini. On va passer à... Je dis, mais tout ce que vous dites, parce que c'est ça, on dit, le champion en texte, c'est pas ça le problème. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces textes-là? Parce que le Burkinabé, quand il regarde, il se pose la question de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui a changé dans son quotidien. Les questions de corruption, aujourd'hui, tout le Burkinabé vous le posez, ils disent en termes de perception, on ne sent pas où est-ce qu'on est en train de partir. Bon, on termine avec vous. Mais vous avez plus le temps d'attaquer les autres. Et je pense que ça, c'est ce que vous méditez. Alors donc, on termine avec vous, Dr Lopepe Yen, avant d'aller au... Ok. Voilà. Bon, moi, je ne vais pas faire un bilan exhaustif de la transition, non. Je pense qu'il a rappelé ici certaines réformes qui ont été opérées, qui ont été faites. Et vraiment, il faut saluer tous les acteurs de cette époque, en tout cas, qui ont œuvré à ce que un certain nombre de réformes soient prises dans l'intérêt national. Mais je ne vais pas énumérer ces réformes. Mais le plus important, ce que je retiens, c'est que cette insurrection était placée sous le signe de la réhabilitation de Thomas Sankara. Il est là. De sorte même qu'on allait jusqu'à dire que les enfants de Thomas Sankara ont grandi et ont pris leurs responsabilités. C'est ça, c'était une insurrection sankariste, si on peut le dire ainsi. Oui, c'était placé sous le signe de la réhabilitation de Thomas Sankara. On ne va pas ouvrir le débat ici. Oui. Ça, c'est la lecture que j'ai pu faire. C'est la lecture que vous faites. Voilà. Oui. Et de sorte que, même après cette insurrection, on a vu une explosion de l'image de Thomas Sankara, que ce soit au plan national comme au plan international. Son image est revenue en force au sein de l'espace public national comme international. Et il faut regretter que toutes les réformes qui ont été prises, l'application ici, c'était moi je peux dire, a posé problème parce qu'il y a des lois qui ont été votées qui n'ont pas connu même des décrets d'application. Voilà, mais je ne vais pas revenir sur ces détails. Et on a même vu que certains acteurs de l'insurrection, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont pris même le contre-pied de l'insurrection. De sorte qu'au sein même des acteurs de la société civile qui avaient participé, d'aucuns même avaient commencé à parler de trahison de l'insurrection. Ça, c'est un fait. Oui, les déclarations sont là, les preuves sont là. Donc, voilà. Donc, c'est dit que l'esprit de l'insurrection, ça dit que n'a pas été perpétué. Et ça, c'est une des grandes faiblesses majeures de cette insurrection. Maintenant, ce que moi je constate aujourd'hui, et qu'est-ce que les Burkinabés disaient? L'insurrection était inachevée.
on n'a pas terminé l'insurrection. L'insurrection n'est pas terminée. Tout le monde disait que c'était une insurrection inachevée. Mais inachevée pourquoi? Parce que les Burkinabés attendaient à une rupture avec cette insurrection. Et qu'on change de paradigme, comme on a l'habitude de dire, et que cette insurrection débouche sur une révolution, une rupture, un renouvellement de la classe politique, une autre façon de gouverner, et aussi sortir de la domination impérialiste. C'était ça les aspirations, mais ça n'a pas eu lieu. D'accord. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une jonction entre aujourd'hui l'option d'orientation qui a été donnée à cette transition, le combat que le peuple est en train de mener avec ses aspirations de 2014 lorsque ce peuple s'insurgeait. Donc, moi, voilà ce que je fais comme insurrection. Non, on ne pourra pas. Non, on ne pourra pas. Vous aviez le temps pour les égrener et les énumérer. J'ai dit qu'on avait deux sujets. Il y a le deuxième, lui, on n'aura pas plus de temps, mais on va se permettre quand même un tour de table et c'est important parce qu'il y a quand même le 73e anniversaire des Forces armées nationales. C'était aussi, quoi qu'on dise, cette semaine-là. 63 ans, on a tous regardé aussi la cérémonie. Tout a été aussi dans un peu le genre de sobriété que le moment nous intime. Mais quand on regarde, c'est aussi 50 ans de l'armée au pouvoir. Hein, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas aussi enlever de la tête. Vous pouvez aujourd'hui, quand vous faites ce regard rétrospectif, il peut être livresque aussi, ou en tout cas de ce conseil de notre armée. Vous, quel genre de bilan vous retenez avec la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui quand vous regardez cette commémoration aujourd'hui 63e anniversaire de notre armée? Je vais commencer par vous. Oui, d'abord avant de continuer, comme vous le dites par rapport aux attaques, il y a un proverbe qui dit que chercher le naturel, il est rêvé au galop. Donc ça ne me surprend pas qu'il y ait des attaques sur ce plateau-là. De toute façon, on connaît les uns. Pour revenir maintenant sur la célébration de l'armée, la fête de l'armée nationale, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, surtout en cette période où l'armée est éprouvée. Nos militaires ont fait beaucoup de sacrifices avec les VDP sur le terrain. Moi, je pense qu'il est temps de s'arrêter et de rendre hommage à ces soldats-là qui sont sur le terrain, à ces VDP, et surtout à ces militaires qui sont tombés pendant ces 8 années de guerre, parce que c'est une guerre de longue épreuve et nous avons perdu beaucoup de combattants. Donc, je trouve que c'est tout à fait normal. Mais effectivement, par rapport à ce que vous dites aussi, l'armée est restée devant la scène politique nationale, ce qui n'est pas son rôle. Parce que le rôle d'une armée nationale, c'est de défendre la nation et non pas de faire de la politique. Ça, il faut le dire. Mais ça aussi, il y a des causes. C'est parce que quelque part, comme moi je le dis toujours, le problème des Burkinabés, c'est que les gens n'aiment pas s'assumer. Ceux qui devraient gérer des questions politiques, de la gouvernance politique, ceux qui devraient s'assumer, quelque part, n'ont pas eu le courage de s'assumer. Les hommes politiques, les intellectuels, ceux qui devraient parler des questions de démocratie, des questions de réforme, des questions de gouvernance, quelque part, même quand ils ont l'occasion, ils ne s'assument pas de la bonne manière. Voilà pourquoi, effectivement, nous passons tout notre temps avec des coups d'État, des coups d'État, des coups d'État. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas pour les coups d'État et je ne crois pas que les coups d'État soient une solution pour le développement. Mais face à une élite, face à des intellectuels, face à des hommes politiques qui n'arrivent pas à accomplir les missions, face à des hommes politiques qui sont en déphasage avec les aspirations socio-économiques des masses, face à des hommes politiques qui n'arrivent pas à répondre aux attentes des masses, les peuples ne peuvent pas croiser les bras pour regarder les gens faire. Ce qui se passe au Burkina Faso, c'est comme ça. Et chaque fois que les peuples refusent de croiser les bras pour regarder les hommes politiques, pour regarder les dirigeants faire, l'armée fait une irruption sur la chaîne politique et quand l'armée fait une irruption, elle est applaudie par les mêmes masses qui s'attendent à un changement. En même temps, quand vous voyez le nombre de coups d'État, les plus nombreux sont faits de militaires à des militaires. Donc c'est pas le militaire qui vient d'être fait. Ce que je suis en train de dire, tout ça, c'est l'échec de la gouvernance. C'est parce que je suis parfaitement d'accord avec Joseph Kizerbo dans son livre À quand l'Afrique, que depuis les indépendances, les années 1960, l'Afrique en général, nous n'avons pas pu opter. Nous n'avons pas pu trouver notre voie de développement. Sur quelle voie nous allons nous développer? Nous avons opté pour la démocratie. Alors que la démocratie, en réalité, elle ne correspond pas à nos priorités, elle ne correspond pas à nos réalités sociopolitiques. Voilà pourquoi chaque fois qu'on élit quelqu'un se fait élire, et brusquement la personne est renversée, des militaires viennent prendre, ils sont manœuvrés ou manipulés plus ou moins par des hommes politiques, ils sont renversés, et puis d'autres militaires viennent prendre. Donc bref, moi ce que je suis en train de dire ici, il faudrait que les Africains en général, et surtout les Burkinabés en particulier, que nous puissions réfléchir par nous-mêmes et pour nous-mêmes, pour choisir notre voie de développement. Tant que nous n'allons pas choisir notre voie de développement, de gouvernance politique, qui correspond à nos réalités sociopolitiques, nous allons passer tout notre temps dans les coups d'État. Moi, j'ai toujours dit que les coups d'État ne sont pas une solution, mais je ne fais pas partie de ceux qui se dressent systématiquement contre les coups d'État, parce que mon expérience montre que les hommes politiques aussi ne valent pas mieux que les militaires, et quand ils viennent au pouvoir, ils ne font pas mieux que les militaires. Donc, quand les hommes politiques échouent, c'est tout à fait normal que les militaires viennent sur la scène politique et qu'ils soient applaudis par les populations qui espèrent à
changements, qui espèrent à un mieux-être, c'est tout à fait normal. Des hommes politiques. Vous êtes du parti panafricain pour le salut, PPS. Ouais. C'est les 63 ans de l'armée. Qu'est-ce que cela vous inspire? Parce que je dis aussi, c'est vrai qu'il y a 50 ans de gestion du pouvoir, mais dedans aussi, il y a le fait que pendant plusieurs années, beaucoup ont vu que cette armée a été façonnée plutôt pour sauver des pouvoirs et les maintenir. Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une dynamique de repenser même cette armée-là? Est-ce qu'il y a une vision nouvelle? 63 années, quand vous regardez derrière, aujourd'hui, quel regard vous avez? 63 années, bon, je ne suis pas spécialiste de l'armée, hein, mais quand je regarde avec l'œil de profane, pour moi, l'armée dans sa forme actuelle n'est pas la bonne. Pour moi, hein, l'armée dans sa forme actuelle. Je ne parle pas au fond, parce qu'au fond, ça c'est des questions. Pour moi, il fallait une armée qui est exactement comme un pays dans un pays. C'est mon concept de l'armée. Et l'armée se juxtapose donc à l'État et est chargée donc d'être garant de la gestion et de la succession du pouvoir d'État, mais pas à l'armée de gérer le pouvoir. Mais pour moi aujourd'hui, la forme de l'armée doit être décentralisée au plus bas niveau, c'est-à-dire que le commandement même doit aller jusqu'au niveau communal. Pour moi, si on ne fait pas ça, peut-être que probablement nous allons nous en sortir difficilement. Pourquoi? Parce que l'armée dans sa forme actuelle, c'est ceux qui ont créé notre armée qui ont imposé cette forme. Et nous fonctionnons sur ça. C'est qui? C'est probablement l'ancien colon qui a donné le format de notre armée. Et nous voulons aussi peut-être nous mettre en adéquation avec les autres armées, mais je ne suis pas sûr que les autres armées sont forcément constituées comme ça. Nous pourrions avoir une armée locale, une armée fédérale ou une armée nationale. Pourquoi pas? Pour que l'armée soit suffisamment décentralisée pour être, en tout cas, assurer des questions sécuritaires. Vous pensez que c'est des styles de réforme qui sont possibles aujourd'hui? Moi, je m'attendais à ce que le 63e anniversaire soit l'occasion de ces grandes décisions pour, en tout cas, refonder l'armée dans son âme et de la manière la plus profonde. Parce que ceux qui dirigent aujourd'hui, ce sont les spécialistes de l'armée. Donc naturellement, ils doivent pouvoir donner quand même une vision pour une armée nouvelle. Parce que l'armée dans sa forme actuelle, pour moi, ne peut pas tenir et ne pourra pas tenir plus longtemps que ça. Oui, Kamboulou. Merci, monsieur Vara, encore une fois de plus. Nous rappelons avec Abel Camus que la bêtise insiste toujours et malheureusement c'est ce que nous constatons avec nos voisins de gauche. Cela dit, ce qu'on peut assurer, ce que nous avons voulu rappeler en termes de lois qui portent sur la vie chère. Vous savez que quand même il y avait une loi qui a porté sur la question entre griffes qu'on peut appeler du code minier, et donc avec le développement local, donc la possibilité d'apporter un contenu local à la question minière qui créait les conditions pour que les entrepreneurs nationaux puissent avoir quand même des possibilités en tout cas plus larges d'avoir un dépassement de sujet là. D'offrir des services et des fournitures, des services au niveau minier, donc ça peut créer des conditions. Alors, donc, sur la question de l'armée, nous disons avant de continuer que les forces de défense et de sécurité, pour nous, c'est une fraction. Et nous bénissons tous les combattants qui sont sur le terrain, qui sont à Ouagadougou, parce qu'il y a plusieurs rôles. Rôle opérationnel, rôle renseignement, rôle tout et tout. C'est grâce à leur effort et avec les volontés de défense et de la patrie que nous pouvons nous asseoir ici parler. C'est grâce à tout ce qu'ils font. Donc nous les bénissons au quotidien et tous les matins et nous prions Dieu qu'ils puissent continuer à pouvoir effectivement jouer leur rôle en tout cas républicain qui est de charger à la sécurité et en tout cas veiller à ce que l'intégrité totale du Burkina Faso soit en tout cas reconquise. Cela dit, nous disons que la crise que nous vivons actuellement avec la question militaire, quand vous allez regarder de 60 à aujourd'hui, le Burkina Faso a été géré à 49 ans sur 63 par des militaires. Donc si on est dans cette situation, c'est à cause de l'armée d'abord. Ce n'est pas seulement les politiciens. L'armée aussi est un problème ou bien une pathologie de notre situation actuelle. Est-ce que vous voyez? Donc, parce que l'armée a déjà quand même 40 ans ou 48 ans dans notre pays. Donc on ne peut pas dire sur 63 ans ou 64 ans, une entité qui a dirigé un pays. Parce qu'on a eu quoi? On a eu le président Lamizana, Cézerbo et Jean-Baptiste
Thomas Sankara, dont la parenthèse était belle, qu'il faut bénir et magnifier au quotidien. Et puis on a eu la parenthèse de 27 ans de Blaise Compaoré, qui était un militaire. Donc notre situation est due aussi en partie à cause de l'armée. Donc si on doit faire le procès de notre pays, l'armée est, en tout cas, doit être citée. Et bien sûr d'autres entités, dont l'appareil judiciaire. Donc maintenant, cela dit, est-ce que l'armée actuelle que nous avons, qui fait 63 ans, c'est très bien, mais c'est une armée, de notre point de vue, qui n'a pas pu se départir un peu de ce qu'on peut appeler les réflexes un peu... Parce que c'est une armée coloniale. On a hérité ça de la colonisation. Le docteur est là, il a cherché ces questions, les problèmes nous dit, voilà, de se prononcer sur la question. Donc, ces velléités-là sont toujours là. C'est une armée qui est politisée et politicienne. De sorte à ce que, regardez, en 2022, lorsque le MPSF fait son premier coup d'État, votre collègue événement nous dit il y avait 4 groupuscules dans l'armée qui étaient prêts à faire un coup d'État. Donc foncièrement, c'est une armée qui est politicienne. Or, nous voulons quand même, nous pensons que une armée qui peut permettre à un pays de se développer doit être une armée républicaine. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas eu de parenthèse de militaires au pouvoir qui ont pu porter des pays vers un développement. Notre cas, Burkina Faso, il y a Sankara. Mais Sankara, ce n'est pas parce qu'il est militaire qu'il a fait ce qu'il a fait. C'est parce que d'abord, il est attaché à la question qu'on appelle morale et éthique. C'est parce que son rapport à la gestion du bien public là est un rapport moral et éthique. C'est parce que d'abord, il a fait sien tout ce qui est commun, en tout cas humanisme là, dans la gestion de l'État, qu'il a reçu, ce qu'il a fait. Donc, on peut tous dire ce qu'on veut. On peut mettre tout système politique qu'on veut en place, démocratie, quoi. Tant que les acteurs étatiques, tant qu'ils soient militaires ou non, ne sont pas des acteurs qui ont une certaine morale, qui ont une certaine éthique, on ne pourra pas produire le bien-être pour la population. Alors, ça c'est pour terminer, puisque vous m'acculez, je vous invite, voilà, on nous invite, j'invite les téléspectateurs à lire un très beau texte du professeur Joseph Kizerbo sur la question de l'armée au pouvoir, machin, qu'il a produit dans les années 70 et tout, pour comprendre en quoi est-ce que, effectivement, dans un État, une fraction de cet État qui est l'armée, qui a nos armes là, doit jouer son rôle et son rôle intégral. Parce que toute intrusion de l'armée dans le pouvoir participe de par sa nature à désorganiser l'armée. C'est pas moi qui le dis, hein. Vous pouvez lire encore les réflexions du professeur Mamadi Saoudi sur la question des coups d'État. Tout intrusion crée des faits. Lui, il est là, il est un chercheur. Okay, il aura crée des faits, une situation où l'armée se désorganise, l'armée, des factions se créent et on va reporter. Nous pensons qu'au stade actuel, avec les 63 ans de notre armée, que nous bénissons au passage, nous bénissons tous les combattants sur le terrain, nous bénissons tous ceux qui font un travail formidable, sans calcul politique, en tant que militaire, en tant que VDP. Nous disons qu'aujourd'hui, le Burkina Faso doit s'asseoir et le Burkina Faso ne peut pas faire l'abstraction. Le Burkina Faso ne peut pas se permettre se donner le luxe de ne pas se donner cet exercice que nous appelons conférence nationale souveraine pour crever les accès. Qui concerne l'armée elle-même aussi. Puisque cette conférence nationale souveraine va permettre de faire ce qu'on appelle les états généraux de l'armée qui sont essentiels et importants, ils sont indispensables. Sinon, nous allons tourner en rond et nous allons nous retrouver ainsi encore un jour pour débattre encore de la question de la situation nationale. On vous a compris. On termine avec vous, docteur. Ok, merci. Effectivement, à propos de la conférence nationale souveraine, et je me rappelle que lors d'un de mes écrits, en 2014, j'avais émis cette idée, juste après l'insurrection, et qu'il fallait faire une conférence nationale, diagnostiquer tout ce qui n'a pas marché, sous la 4e République, et prescrire maintenant des remèdes, des solutions. Donc c'était une approche pathologique que je proposais à la transition, pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Mais bon, ma voix n'a pas porté, malheureusement. Mais l'écrit est là, c'est toujours d'actualité. Et j'estime qu'aujourd'hui, il est temps que nous puissions ici. Et c'est vrai qu'il y a des réformes en cours, mais je ne sais pas quel est le format que ça va prendre. Mais il serait intéressant qu'on puisse faire le diagnostic de notre démocratie, qu'on puisse faire le diagnostic de notre parcours historique. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont les lignes de force, quelles sont les lignes de faiblesse? Mais notre armée, c'est pour repartir. Mais bien sûr, mais l'armée fait partie du peuple. Donc il faut vraiment que nous puissions faire une rétrospection pour voir qu'est-ce qui n'a pas donné et qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir pour éviter la situation dans laquelle nous nous trouvons. Maintenant, en ce qui concerne la question de l'armée, moi je l'ai toujours dit, il ne faudra pas qu'on oublie le point de départ. L'armée est arrivée comme au pouvoir. C'est quand même paradoxal.
l'armée est arrivée par le syndicalisme. C'est un fait historique. 3 janvier 1966. C'est les syndicats qui ont déstabilisé la Première République, qui était un régime constitutionnel légal. Et ils ont appelé l'armée à prendre le pouvoir. Mais quand l'armée est arrivée, l'armée a assuré une transition de 4 ans. Et maintenant, opéré le passage à la Deuxième République. Mais sur la Deuxième République, quel a été le comportement des civils? Une crise au sein des RDA, des rivalités au sein des RDA, ont bloqué les institutions républicaines. Mais ça a conforté l'armée dans sa position que c'est elle qui doit continuer à gérer parce que les civils sont incapables. Mais la Mizana a fait un coup d'État, balayé les civils, et ils ont créé le mouvement national pour le renouveau, un mouvement politique que l'armée a créé pour gérer. Là, les syndicats sont opposés et ils ont contrôlé ce mouvement pour réclamer un retour à une vie constitutionnelle normale. Et sur la Troisième République, qu'est-ce qui se passe? C'est encore les clivages politiques là où un groupe allait s'adosser ici à l'armée, que Lamzana incarnait l'unité politique de l'armée. Allez s'adosser à c'est impossible que, comme vous dites, ça dit qu'à chaque fois, ça veut dire qu'il y a l'intérêt de l'armée aussi. Oui, mais c'est pour. Oui, je vais tirer une conclusion. Oui, je vais tirer une conclusion. Et sous la Volta, qu'est-ce que Gérard Kangoué disait? Gérard Kangoué disait qu'il y avait 2 partis politiques au Burkina. Il y avait le RDA et l'armée. Donc l'armée a toujours fonctionné depuis le 3 janvier 1966 comme une force politique au Burkina Faso. Et maintenant, à qui la faute? Non, mais même. Je vais référence. Mais docteur Lopipin, on va terminer par ça. C'est plutôt comment on en sort. Moi, je pense que c'est ça que le débat pour un 63e anniversaire. C'est comment est-ce qu'on en sort? Quelle réflexion pour en sortir? Oui, mais justement, puisque ce sont toujours les organisations civiles, ce sont toujours les civils qui créent les conditions politiques de l'arrivée de l'armée au pouvoir. Prenez notre histoire politique. Lisez le document de Lamzana sur la brèche. Il rentre dans les détails. Comment les syndicalistes, comment ils les appellent quoi, des syndicalistes politiciens et des politiciens syndicalistes. Comment ils arrivent à faire la conspiration, les alliances, à créer les conditions politiques de l'avènement de coups d'État. Il décrit, lui-même il a vécu ça et il explique comment les forces civiles travaillent à ce que l'armée émerge. Donc aujourd'hui, moi je pense que il va falloir que tout un chacun fasse son autocritique. Si à un certain moment, les militaires arrivent au pouvoir, c'est à cause de la médiocrité ici des civils. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc maintenant, comment remédier à cela? C'est toute la question et ça nécessite une réflexion. C'est ça. Comment se fait-il que des militaires viennent au pouvoir par coup d'État et les populations applaudissent? Ça aussi, c'est une interrogation. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Voilà. Et encore, pour terminer, n'oubliez pas, mais il y a eu l'influence de l'idéologie même à un certain moment au sein de l'armée, où on arrivait sous le CSP2 à un clivage politique entre gauche et droite au sein de notre armée, du fait des divisions, des clivages idéologiques. Et il y avait une philosophie qui disait qu'un militaire sans formation politique et idéologique était un criminel en puissance. Donc il fallait politiser la conscience du militaire pour que le militaire soit techniquement compétent et politiquement conscient dans l'esprit en sorte. Donc voilà ici des choses qui ont impacté. La problématique, on sent qu'elle est très profonde. Je posais la question. Oui, mais justement, on en sort. Mais oui, ça c'était une philosophie au sein de l'armée. Vous dites que le civil il est médiocre et pourtant 50 ans dans les 60 dans ce que nous avons ici. Vous posez la question de savoir s'ils sont si compétents pour ce qu'aujourd'hui on est toujours dans ce perpétuel recommencement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de médiocrité. Et pourquoi est-ce que l'applaudissement continue? C'est aussi autant de questions. Mais c'est la médiocrité au niveau de la gouvernance des civils. Parce que aujourd'hui, c'est quoi? Même quand on parle de l'alternance, l'intégration dont nous parlons là, le mot d'ordre c'est quoi? L'alternance. Vous allez terminer par ça. Mais le Burkina Faso, depuis la Volta, on a connu des alternances politiques par succession de coups d'État, même si ce n'était pas des alternances constitutionnalisées. C'est ça aussi. Mais pourquoi à un certain moment on passe d'un pouvoir civil à un pouvoir militaire? Et ensuite d'un pouvoir militaire à un pouvoir civil, et un pouvoir civil à un pouvoir militaire. Il va falloir qu'on s'asseye dans ce pays-là, réfléchir, faire le diagnostic et voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne soit plus dans cette situation. On est tous d'accord ici. Voilà, donc il y a une responsabilité. Il y a une introspection à faire. Aussi bien les militaires sont responsables, les civils aussi sont responsables. On l'aura compris. Merci à vous, Dr Lopipin Yen, d'être passé sur ce plateau pour ces deux sujets. Je rappelle que vous êtes sociopolitologue, enseignant-chercheur aussi à NLST. Merci aussi à vous, Adama Amadé Sigiré, écrivain, coordonnateur du RISA, Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Merci à vous, Kambouolo Mathias. Vous avez... Dieu bénisse le Burkina Faso, Dieu bénisse les autorités
l'autorité actuelle. Mais voilà, on l'a compris. Vous êtes du mouvement Le Balai Citoyen. Merci à vous, Bruma Nyumou, membre du PPS, Parti panafricain pour le salut. C'est moi PPS. qui merci. Ancien député et maire de Houndé. On ne finira pas d'aborder ces sujets. Peut-être que les autres continueront le débat là où ils sont, peut-être dans leur salon ou dans leur grain. Nous allons continuer ce JDS avec une autre rubrique. À présent, c'est celle société. Et dans cette partie société, c'est notre reporter Abdoulrahim Niénié qui nous conduit à l'un des ronds-points ou à certains ronds-points comme nous les avons dans la capitale, où nous voyons donc des grains d'été qui sont installés. On voit toute une mobilisation et on parle donc d'une veille citoyenne. Et parmi ces messieurs, il y a aussi quelquefois des dames. Et c'est ces visages-là que Abdoulrahim Niénié a bien voulu montrer. Et c'est dans ce reportage. Il est 22h30. Aminata Ouedraogo arrive au rond-point de 2 boutiques dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Elle rejoint l'équipe de jeunes mobilisés pour assurer la veille citoyenne. Après les salutations, Aminata prend place. Pendant qu'un groupe autour du feu prépare le thé pour permettre aux éléments de rester éveillés, le premier responsable de l'équipe s'entretient avec les membres. Leur rôle est de dénoncer tout mouvement suspect pouvant entraver l'atteinte des objectifs de la transition. Et cette mission, Aminata Ouedraogo, élève en classe de seconde C, se sent capable de l'accomplir. Pour elle, la sécurité du pays n'est pas qu'une affaire d'hommes. Particulièrement en tant que fille, je suis là parmi mes frères et je peux dire aussi mes maris, pour les accompagner à soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, parce que si le pays va mal, ce n'est pas seulement les hommes, il y a les femmes, il y a les enfants. Et surtout, au niveau des femmes, ça nous touche quoi. Donc raison pour laquelle je suis là à les accompagner, pour que le Burkina Faso redevienne comme avant. On est là tous les soirs, parce que vu la situation de notre pays, bon, on ne peut pas dire c'est trop grave, quoi, mais la situation n'est pas bonne. Donc si on s'endort et puis on laisse le président seul gérer cette situation, ça ne va pas aller. Il faut qu'on se lève ensemble, unis, pour combattre pour le Burkina Faso, pour que le Burkina Faso revienne comme avant. Cette idée est partagée par Flo Flo, qui depuis plusieurs mois fait partie de l'équipe. Elle explique que l'engagement d'une femme dans ce mouvement n'est pas sans conséquences. Mais pour elle, le Burkina Faso est au-dessus de tout. Quand tu mènes ce genre de combat, ta famille a un peu peur. Oui, ils savent pas le fait que tu te mets, comment dirais-je, en tête. On sait ce que nous, on risque souvent en nous mettant en tête. Mais nous sommes prêts à mener ce combat. Peu importe le danger qu'il y a, nous on ne va pas reculer. Dans ma tête, il n'y a pas affaire de femme, il n'y a pas affaire d'homme. Tant que tu es déterminé pour ta patrie, mets-toi au même d'égalité que ces hommes. Parce que c'est l'amour de ta patrie qui te fait sortir. C'est l'amour de mon Burkina Faso qui m'a fait sortir. Oui, nous avons vu que ce qui s'est passé hier. Nous avons souffert, on nous a mis dans la terreur. Concernant, pendant la guerre, on n'avait pas ce qu'il fallait pour faire la guerre. Donc il y avait des gens qui tombaient. Donc nous sommes là. Nous allons dormir ici tous les jours. Que Dieu fait tant qu'il y a la santé jusqu'à la libération, comme je dis, libération sociale de notre territoire. Le premier responsable a salué le courage et l'engagement de ces femmes pour assurer la veille citoyenne. Pour lui, tout Burkinabé doit apporter sa contribution à la lutte pour la paix au Burkina Faso. Et les femmes ont également une grande part de responsabilité, selon le président de l'association Nongtab Kama de l'Afrique. Nous remercions les femmes qui sont avec nous. C'est vraiment du patriotisme. Nous les sensibilisons sur la situation de la nation. Nous les invitons à faire passer le message afin que tout le monde soit impliqué dans le combat. À travers de simples paroles, on peut contribuer à résoudre la crise et participer au développement du Burkina. Yacouba Kwanda explique que tous les ronds-points de la capitale sont occupés par leurs éléments qui assurent la veille citoyenne. Ils mettent en garde tous ceux qui s'opposent au capitaine Ibrahim Traoré, car pour eux, le chef de l'État s'est engagé à sauver le Burkina Faso et mérite d'être soutenu par tous.
Après ce reportage d'initiative à laquelle nous nous intéressons, c'est un film signé Droit Libre et Yumundi et ses partenaires qui ont annoncé donc samedi un festival qui sera sa 2e édition. Il s'agit du film alimentaire et cela se tient du 8 au 11 novembre. Pour ce qui est de Ouagadougou, c'est au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané. Et le festival a pour thème quelle alternative pour des systèmes alimentaires durables à l'échelle locale et mondiale. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Abdoulaye Diallo d'Imedes. Bonsoir. Bonsoir, c'est toujours avec un plaisir. Oui, plaisir partagé de te recevoir. On a donc le film alimentaire, le festival du film alimentaire. En quoi cela consiste? C'est vrai que c'est la 2e édition, peut-être que les gens ne connaissent pas encore bien. Oui, c'est vrai que c'est un événement qui n'est certainement pas encore bien connu, même si la première édition a eu quand même un gros succès. C'était en 2021, c'était à l'espace Gambidi. Dans le festival alimentaire, c'est une contraction de alimentaire avec A-I-R-E et la terre, T-E-2-R-E. Donc quand vous allez voir alimentaire, ce n'est pas une faute parce que beaucoup de gens m'appellent pour dire Monsieur Diallo, il faut corriger parce que vous avez écrit alimentaire avec E-2-R-E. C'est une contraction de 2 mots. Voilà, donc c'est un festival de films sur justement la question alimentaire et la question du foncier, de la terre. Agriculture, élevage, agroécologie, toutes ces questions de l'alimentation saine. Donc c'est un festival qu'on nous a confié en tant que Ciné Droit Libre. Sinon, c'est l'ONG Umundi qui était donc anciennement SOS Fin qui organise donc ce festival. Maintenant, qui est organisé en Belgique depuis plusieurs années et je crois au Sénégal, en Afrique, et je pense dans un autre pays aussi africain. Et au niveau du Burkina, ils ont vu notre manière de faire Ciné Droit Libre et ils ont vu déjà que c'est des thématiques que nous abordions à Ciné Droit Libre. Non seulement dans les débats, mais aussi il y a des films qu'on a produits sur les questions, sur ces questions d'agroécologie, mais aussi du foncier. Souvenez-vous du film La guerre des terres ou le film Agro-Businessman. Voilà, donc ils ont vu qu'on convergeait dans la vision et ils nous ont demandé d'aider avec notre savoir-faire d'organiser ce festival. Et donc la première édition a eu lieu en 2021. Et donc cette année, on a la 2e édition qui est prévue du mercredi 8 novembre au samedi 11 novembre à Ouagadougou au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané. Mais voilà. Je disais Jean-Pierre Guingané pour ce qui concerne Ouagadougou, mais pour cette 2e édition, vous avez décidé de rester, c'est vrai, à Ouaga, mais d'éclater aussi un peu parce qu'il y a des villes qui ont été choisies, Tinkodougou, Moktedo, Koupela. Ils auront droit à quoi? Oui, parce que c'était une des recommandations qui est sortie de la première édition, de ne pas rester à Ouaga, mais de décentraliser au maximum ce festival. Déjà, à l'époque, on était allé dans les quartiers populaires, on ira cette année à Yagma, on est allé à Koubri, on est allé à Lumbila, et on garde toujours ces sorties-là, mais il était aussi question d'aller plus loin que ça. Et donc cette année, on fait cette ouverture en allant du côté de Tinkodougou, Koupela et Moktedo, juste après l'édition de Ouaga. Donc c'est une des innovations. Nous avons ajouté aussi d'autres innovations, comme la caravane dans les lycées et collèges. Donc voilà, le festival est en train de se construire. On tient compte des critiques et des remarques des uns et des autres et on essaye de faire grandir le festival. Et il y a aussi les enfants qui ne sont pas oubliés, puisque on apprend aussi que Ouedraogo Adjaratou, qui fait Ma ville en peinture, qu'on connaît très bien, elle aussi, elle est dans le projet, elle pourra aider les enfants à mieux comprendre la problématique. Absolument, c'est une des innovations aussi de cette 2e édition, parce que nous avions déjà un espace enfant à Ciné Droit Libre. Mais on s'est rendu compte que les partenaires qui travaillent aussi dans le domaine de l'agroécologie travaillent beaucoup avec les enfants. Alors on s'est dit, mais tiens, non, ils ont tout compris. Et leur vision, c'est justement de dire, c'est aux enfants qu'il faut inculquer ces idées-là. Parce que là, on parle des questions fondamentales. On parle de ce qui rentre dans notre ventre, de ce qu'on mange, de la qualité de ce qu'on mange. On parle de toute l'utilisation de tous ces produits chimiques, ces pesticides, l'impact que ça a sur notre santé, ces nouvelles maladies ou ces anciennes maladies qui deviennent, c'est comme si elles ont muté et tout. On se pose des questions sur notre environnement, la préservation de nos terres, de notre environnement. Donc c'est des questions fondamentales. L'agroécologie, c'est vraiment un point important. La souveraineté alimentaire, c'est un débat très important d'intérêt national et même international. Donc du coup, c'est très bien que les enfants commencent à se familiariser à ces questions-là. Et les enfants et les étudiants qui sont vraiment un des publics cibles importants que nous visons à travers ce festival.
festival. Donc vous aurez un espace enfant à Jean-Pierre Guingané à partir du 9 jusqu'au 11 et à Diaratou, Ouedraogo qui est une peine de renommée qui travaille beaucoup sur les enfants et elle a un groupe d'enfants talibés avec lesquels elle travaille. On a pensé que c'était intéressant d'associer aussi tous ces enfants et d'étendre ces ateliers de dessin à tous les enfants qui seront là. Donc l'idée est géniale parce que l'idée c'est de quoi? De montrer des films. Les enfants vont voir les films, ils vont suivre des ateliers de théâtre, mais aussi ils vont dessiner. Qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont retenu, il faut qu'ils les dessinent. Et ce n'est pas des dessins pour s'amuser, hein. C'est des dessins sur des vraies toiles qu'on va regrouper en plusieurs toiles. Donc c'est des petites toiles que les enfants, chaque enfant va faire, mais on va les mettre ensemble dans une certaine intelligence et ça va constituer de grandes toiles qu'on va donner aux partenaires. Donc oui, du 8 au 11 novembre, nous avons un programme très dense à Jean-Pierre Guingané qui va... Il y a une exposition vente de produits agroécologiques. J'invite le public à venir massivement de 9h jusqu'à 20h, venir voir vraiment tout ce que nos paysans engagés sur ces questions bio, sur ces questions de l'agroécologie, du respect de la nature et tout, produisent. De venir voir ça. Et c'est du 8 jusqu'au 11. Ensuite, nous avons des projections de films tous les soirs, tous les soirs, dans la soirée, avec des experts, vraiment des gens qui connaissent ces questions. Et il y en a une palette d'experts qui seront là pour discuter avec le public. Et on termine chaque soir avec un concert pour allier aussi l'utile à l'agréable et continuer la discussion. Voilà. Mais pour ce qui est de Tenkodogo, Moktedo, Koupela, ils auront aussi droit à ces projections? Absolument. C'est dans le même schéma. À Tenkodogo, même, nous allons faire un atelier sur la question du pastoralisme et des conflits fonciers, parce que c'est une question aussi très importante, qui est malheureusement très peu abordée. Et vous savez qu'après l'or, le coton, la troisième source de revenus du pays, c'est le bétail. Mais on n'accorde pas beaucoup d'importance à cette question. Et donc, nous, on veut inviter ça dans le débat. Ensuite, les questions de protection de l'environnement. On va revenir avec le fameux film sur la forêt de prix Nobel alternatif Yacouba Sawadogo, qu'on va présenter. On sera dans des zones aussi où il y a l'exploitation minière, extraction minière. Et donc, on va passer un film comme Pas d'or pour Kalsaka pour montrer les dégâts que cause l'exploitation minière sur l'environnement et l'impact que ça a justement sur ces questions d'agriculture. Donc voilà, toutes ces questions vont être abordées en fonction de chaque région et de sa réalité. Un film sera prévu pour ça. Donc il y aura le même principe, film débat, mais aussi prestations, ateliers, panels. On parle d'une cinquantaine de stands, c'est bien ça? Cinquantaine de stands. Donc l'année dernière, on était à une vingtaine. Là, on est passé à 50 parce qu'il y a un engouement. Et à l'heure où je vous parle, on avait déjà, hier, plus de 45 stands déjà occupés. Bon, ça veut dire que vraiment, presque sans publicité, ça veut dire qu'il y a un vrai engouement. Et donc, j'invite le public vraiment à venir vivre ces 4 jours-là parce que ça va être intense. D'accord. C'est du 8 au 11, on le rappelle. Jean-Pierre Guingané pour ceux qui sont à Ouagadougou. Et puis Tenkodogo, Moktedo, Koupela qui seront touchés. Tenkodogo, c'est le 16 novembre. 16 novembre, ok. Koupela, le 17. Et Moktedo, le 18 novembre. D'accord. Et puis les lycées aussi qui pourront avoir... Les lycées et les collèges qui vont... dans laquelle la caravane va visiter du 6 au 10 novembre. Pendant qu'on est à l'espace aussi Guingané, Jean-Pierre Guingané, on sera aussi dans les matinées, dans des écoles, dans les lycées et collèges. Ok, c'est noté. En tout cas, merci à vous, Abdoulaye Diallo, d'être passé. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du festival. Absolument. Festival alimentaire. Alimentaire, auquel j'invite tout le public. Merci de m'avoir reçu pour parler de cet événement. C'est un plaisir. On va nous poursuivre le JDS Journal dimanche soir. Je disais, on avait aussi un autre plateau, parce qu'on sait que c'est bien le Tour du Faso qui s'est achevé aujourd'hui, 10e étape. Et donc, on va parler maintenant sport. Dixième étape, je le disais, du Tour du Faso, c'était aujourd'hui même, 103,1 km, Saponé-Ouagadougou, c'est le Marocain Ashraf Ed Dogmi qui l'a emporté, mais la grande actualité, c'est bien que Paul Daumont est resté grand vainqueur de ce 34e Tour cycliste international du Faso. Ça, c'est une grosse nouvelle et c'est dans ce reportage. C'est ici, sur le boulevard Thomas Sankara, qu'a pris fin la 34e édition du Tour international du Faso, disputé devant le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré.
À l'arrivée pour cette 10e étape, un Burkinabé n'a pas remporté, non, mais Paul Dumont qui détenait le maillot jaune sur ses épaules le conserve puisqu'il rentre avec le peloton groupé. Et Paul, depuis le début de la première étape, Ouagadougou-Pau avait remporté l'étape et gardé le maillot sur ses épaules. Il l'a perdu qu'une seule fois et il le garde jusqu'à la fin. Paul Dumont, vous le savez très bien, avec son capitaine Aruna Ilboudo ont bataillé sur les routes de Ouagadougou pour avoir ce maillot jaune qu'ils l'ont perdu depuis 2018 où ils n'ont plus remporté, en tout cas, un maillot le plus convoité, c'est-à-dire le maillot jaune. D'avoir enfin terminé ce tour. Ça a été 10 jours très épuisants, physiquement et mentalement. Mais je suis content d'y être parvenu avec mes coéquipiers, on est vraiment très soulagés. Parce que ça représente des années de travail, la persévérance, beaucoup de douleurs également, parce que pour en arriver là, à ce niveau-là, ça a été très difficile, surtout en 2023. Vraiment, je suis soulagé de retrouver la confiance et de pouvoir gagner le Tour du Faso, qui était vraiment un des gros objectifs de ma carrière. Beaucoup de joie aussi? Oui, énormément de joie, c'est incroyable ce qui se passe. Quand on voit toute la population qui nous suit, on se rend compte que vraiment c'est quelque chose de grandiose. Et ouais, ça donne vraiment la chair de poule. Ouais. C'est un travail collectif qui paye, dira le directeur technique national. Pour lui, les consignes ont été respectées depuis le début de ce tour. Les coéquipiers de Paul Dumont et toutes les 3 équipes burkinabées ont travaillé de telle sorte que le Burkina Faso garde le maillot jaune à la fin du tour. Et c'est ce qui est fait pour le directeur technique. C'est un travail d'équipe qui a payé et le Burkina Faso doit continuer dans cette lancée. La jeunesse doit travailler ensemble pour montrer cette résilience du peuple burkinabé, surtout la tenue de cette 34e édition de Tour du Faso qui n'était pas prévue au départ et à la fin le Burkina Faso garde le maillot jaune et c'est à féliciter. Tout à fait, je peux dire que c'est un grand ouf. Nous avons le maillot jaune, maillot qu'on a perdu vraiment il y a longtemps et aujourd'hui, Dieu merci, à cette 10e étape, je vous ai dit que je serais très satisfait d'affirmer que nous avons le maillot à la 10e étape et effectivement nous avons le maillot porté par Dumont Paul, l'étalon des Burkina. Comment la conquête de ce maillot-là s'est faite? La conquête a été faite très dure. Parce que vous savez, jusqu'à la 9e étape, on l'avait, mais ce n'était pas sûr. Le fait que, comment on appelle, une fois qu'on n'arrive pas, comme je le dis, si on gagne un problème mécanique avant, comment on appelle, le sprint final de l'étape, la dernière étape, c'est-à-dire que ce n'était pas sûr. Mais ce maillot a été très bien organisé par les étoilés burkinabés et qui avaient déjà le maillot jaune. C'était un contrôle réellement, une certaine vigilance, une certaine concentration, c'est ce qu'ils ont fait. Plusieurs ministres étaient également ici sur le boulevard Thomas Sankara pour voir l'apothéose de ce 34e Tour du Faso. Paul Dumont qui a le maillot jaune garde également le maillot vert, le maillot au point. Le maillot du meilleur jeune revient également à Paul Dumont. Et bien, le maillot des sprints intermédiaires, lui, revient à Rodrigue Kouéré du Cameroun. Une satisfaction pour le ministre en charge des sports qui a suivi de bout en bout cette 34e édition du Tour du Faso. On a eu une vitesse moyenne, la plus grande vitesse moyenne a été de 48 km/h et la plus petite a été d'environ 35 km/h. Aujourd'hui, nous avons aussi vu qu'ils se sont battus. Donc nos compatriotes ont montré que l'équipe du Burkina était très bien préparée. Nous avons remporté 6 étapes. Et voilà, et nous avons le maillot jaune que nous avons le plaisir de conserver pendant, comme le disait l'animateur, 365 jours jusqu'à la prochaine édition. Donc vraiment, je n'ai pas d'autre mot que de remercier l'ensemble de tous ceux qui ont participé à la réussite de cette 34e édition du Tour du Faso. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir été patient tout au long de ces 10 étapes. On a pris du plaisir à vous faire voir en tout cas tout ce qui s'est passé ici sur les routes du Tour du Faso. La 34e édition c'est fini. On va se donner rendez-vous à la 35e édition. Pourquoi pas avec bien sûr un sacre d'un autre Burkinabé ou de Paul Dumont encore. Ce qui est sûr, on sera toujours ensemble pour vous faire vivre en tout cas les meilleurs moments du sport burkinabé.
Grand merci à Samy Thiemtoré, qui est d'ailleurs sur ce plateau aussi avec nous. C'est la dernière ligne droite de ce JDS, Journal dimanche soir, et ce grand événement, Tour du Faso, qui s'est achevé aujourd'hui avec cette bonne nouvelle dont je parlais. Paul Domon qui remporte cette 34e édition avec son maillot jaune qu'il a. Et nous sommes rejoints ici par Moussa Ramdé de CS Média. Bonsoir. Bonsoir et bien, je souhaite disons un bon bonsoir à tous les auditeurs de TV. Voilà. Merci. J'y arrive. John William Somda. Bonsoir Geoffroy, bonsoir à tous les téléspectateurs et également les auditeurs de la radio Watt FM. Samy Thiemtoré. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy Barra et bonsoir à tout le monde. Et puis merci pour nous avoir fait vivre tout cela. Oui, c'était un plaisir de faire vivre aux téléspectateurs et comme je l'ai dit, les meilleurs moments du Tour du Faso. Vous avez senti quand même à Ouaga, on va dire l'étape finale, quand on est arrivé, vous avez senti quand même toute cette mobilisation là derrière. Le Tour, ça fait encore frémir beaucoup burkinabé. Vous sentiez ça? Oui, bien sûr. La petite reine, c'est la deuxième discipline après le football. Donc c'était normal que le public sorte nombreux pour suivre la dernière étape sur le boulevard Thomas Sankara. Donc vraiment, c'était une étape amplement disputée. C'est vrai que le Burkina Faso avait déjà 6 victoires d'étape, donc il n'y avait pas lieu de courir derrière une étape encore pour peut-être perdre le maillot jaune. Donc voilà pourquoi Paul a préféré garder son rythme normal et protéger son maillot, et il a si bien protégé jusqu'à la fin. C'est ça. Somda, oui. C'est une bonne nouvelle déjà pour Paul Domon quand on voit ce maillot jaune là. Il y a aussi le maillot vert et premier au point. Pour le premier au point, c'est intéressant parce que le Burkinabé, c'est la toute première fois qu'un Burkinabé réalise un Tour du Faso avec autant de bonnes nouvelles, je vais emprunter le terme. C'est vrai qu'il y a eu des époques où on a trouvé 2 Burkinabés sur le podium, mais voir un Burkinabé dominer autant le Tour, c'est la toute première fois. Déjà, c'est le deuxième cycliste à remporter 5 victoires d'étape sur le Tour du Faso, après l'Ukrainien Mikhailov Kadidov en 2000. Ça fait 1 et c'est le premier Burkinabé à le faire. Et encore remporter le maillot jaune, c'est-à-dire le premier au temps. Et remporter après le maillot vert, le premier au point. Le point, c'est ça. C'est exceptionnel à tout point de vue pour un garçon de 24 ans qui n'a été découvert qu'il y a à peine 6 ans. Il faut dire que Paul Domon a été donc révélé aux yeux du public sportif à l'occasion du coup de pédale du président. C'était en 2017 sur le boulevard Thomas Sankara, à l'époque boulevard Charles de Gaulle. Voilà, il avait terminé 2e, mais il avait fortement marqué les esprits. Et puis, ce qu'il fallait faire a été fait. D'abord, le naturaliser et lui permettre d'aller au Tour du Faso. Et il faut préciser qu'avant ce Tour 2023, Paul Domon n'avait jusque-là jamais remporté une étape au Tour du Faso. Alors, il remporte la première étape, on s'est dit, tiens, enfin Paul Domon, mais il ne s'arrête pas là, il va jusqu'à 5. Il remporte le jaune, il remporte le vert, c'est une domination totale. Il n'y a rien à dire sur ce que Paul Domon... Il bat le record. Il n'y a rien à dire sur ce que Paul Domon a réalisé cette année. Vous êtes d'accord, Ramdé, il a survolé ce tour-là, il a écrasé de tout ce qu'il a comme, comme intéressant à partager. Oui, merci. Je veux dire que oui, évidemment, Paul Domon avait soif, le Burkina Faso avait soif de démontrer sur tous les plans qu'ils avaient quelque chose à prouver. Et vous regardez, c'est pas un fait de hasard. Ils se sont préparés parce qu'il n'y a pas eu la compétition en 2022, alors que la préparation était faite même pour aller à la conquête du maillot jaune en 2022. Et Paul Domon, comme il a dit, était un jeune d'ailleurs qui revenait de force, qui avait envie de faire quelque chose. Avec le rendez-vous manqué de 2022, les étalons cyclistes se sont dit, cette fois-ci, c'est la bonne et nous devrons prouver au monde entier que nous sommes préparés pendant 2 ans. Je pense que dès l'entame, avec la première étape, ils n'ont pas demandé mieux que de s'afficher et surtout avec une deuxième étape encore remportée, avant peut-être de céder un peu la place aux Belges, mais il faut dire que oui, les étalons l'ont fait parce qu'ils se sont bien préparés. Il faut saluer le président de la Fédération burkinabé de cyclisme et le ministère des Sports parce qu'ils ont doté effectivement cette équipe-là à des vélos de qualité. J'ai même visité le QG des Maliens où ils disaient effectivement qu'eux, ils n'ont pas les mêmes vélos que les étalons cyclistes. Du coup, c'était difficile de compétir avec les étalons. Après, c'est pas le vélo qui pédale. Oui, donc c'est pas le vélo qui pédale, mais la qualité du vélo, ça y oui, mais je pense que l'écart entre la qualité des
des vélos maliens et la qualité des vélos burkinabés, l'écart est tout petit comme ça, On ne va pas refaire l'histoire. Jamais on a vu un Malien sur le podium du Tour du Faso. On a eu une fois un Ivoirien, 2 fois un Ivoirien, une fois un Nigérien. Alors les Maliens, c'est pas une affaire de vélo. On leur a donné le vélo de Paul Domont. Et à Paul Domont leur vélo, que Paul Domont sera arrivé premier. Oui, je dirais que même si on vous donnait la qualité de Paul Domont, la qualité de l'homme aussi. Je dirais que même si on vous donnait le vélo de Paul Domont, vous ne pourrez pas faire comme Paul Domont. Je suis d'accord, mais c'est que je suis pas cycliste. Mais en fait, on dirait que mon JDS là, ça se pique, ça se flèche. Mais dans ma logique de raisonnement, je vais dire que les étalons ont pris 2 ans pour préparer ce Tour du Faso. Et en plus de se préparer physiquement avec les compétitions qu'on a eues, vous savez, on a eu beaucoup de compétitions. La dernière en date, d'ailleurs, c'est le Tour de la Reconquête qu'on a assisté. Mais au-delà de la préparation, pas des compétitions, il y a eu aussi beaucoup de moyens qui ont été injectés, notamment l'acquisition des vélos. Vous avez vu Paul Domont d'ailleurs qui s'est plaigné à un moment donné de son vélo qui n'est pas de qualité. Il a eu un nouveau vélo, donc c'est bien, il s'est mieux adapté avec ça. Donc c'est pour dire en conclusion, c'était une préparation d'une manière générale, que ce soit sur le plan sportif, mais sur le plan matériel, sur le plan politique, ça a été bien préparé. Et voilà pourquoi on y arrive comme il se doit. Même quand vous regardez sur le plan organisationnel, personne ne se plaint parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Ouais, j'ai bien envie de dire que personne ne se plaint, mais enfin... moi, je vais venir vers Hassani parce que vous étiez de toutes les étapes, Et quand vous avez senti une équipe burkinabé bien soudée, mais surtout bien organisée, parce que derrière, il y a eu une bonne préparation. C'est ce que vous avez eu comme impression? Effectivement, c'est ce que j'ai eu comme impression. Et ici, les téléspectateurs remarquent, dans tous mes reportages, je parle de la cohésion de l'équipe. On a remarqué dans les années précédentes qu'il n'y avait pas assez de cohésion. Et c'est ce qui faisait que le Burkina Faso n'arrivait pas à se sortir du pétrin. Parce que voilà, il n'y avait pas assez de complicité entre les cyclistes et tout. Et là, on voit que Paul Domont a été soutenu déjà par son capitaine Aruna Ilboudo, qui l'a vraiment mis au devant des choses et qui a toujours travaillé pour lui. On a suivi le peloton sur toutes les 10 étapes et on voit que Paul n'est jamais allé chercher de l'eau ou quelque chose comme ça, un ravitaillement. Ce sont les autres qui partent chercher et qui viennent donner à Paul et il fait ce qu'il veut. Il a été mis à l'aise, il a été mis sur vraiment une bonne... bien entouré, une bonne équipe soudée derrière. Exactement, c'est vrai qu'il est de l'équipe nationale, mais il est de l'équipe régionale du centre et de l'ouest. Mais toutes les 3 équipes, je dirais, ont travaillé pour Paul. Il n'y a pas un seul coureur qui n'a pas voulu que Paul soit devant. Moi, je dirais que c'est son année de maturité parce que lui également, il a beaucoup travaillé pour arriver à ce niveau. Et il a participé à beaucoup de tours. On va citer le tour de Côte d'Ivoire où il a remporté. Bénin. Voilà, Bénin. Et récemment, c'était le tour du Cameroun où il est revenu en pleine forme. Le tour de la Reconquête ici, Paul a participé. Il a participé à beaucoup de... C'est le champion national en titre, il faut le dire. Donc, Paul était vraiment sur un piédestal. Il fallait seulement le propulser et le mettre sur de bonnes orbites pour qu'il arrive à remporter ce maillot. William Somda, c'est vrai que c'est la critique facile, ils vont dire oui, moi je me plains parce que non, les gens diront bon, on a vu il y a certaines absences. Ah non, je finis. Surtout pas ça. Non, j'ai fini. C'était diront ça, mais ça risque d'être de la critique facile parce que quand vous regardez, les Belges en voulaient. Quand vous regardez les Marocains, ils en voulaient. Et même quand on parle un peu du Cameroun aussi qui était là, tout le monde en voulait. Et ce n'était pas un tour au rabais. Ah non, loin de là, absolument pas. Ceux qui disent que c'était un tour au rabais se trompent complètement parce que le Cameroun fait partie de l'une des meilleures nations de cyclisme en Afrique. Ça paraît étrange, mais oui, le Cameroun fait partie des meilleures nations en Afrique. Il remporte le maillot des points chauds. Il remporte le maillot des points chauds. Si. Le Maroc, c'est quasiment professionnel. Il n'y a pas de débat possible à faire là-dessus. La Belgique, l'équipe belge qui est venue, c'est pas des fanfaronneurs. C'est des gars qui étaient venus pour repartir avec le maillot jaune. C'est juste que, comme Assami l'a relevé, il y a eu que dans cette équipe du Burkina, on a décidé de travailler pour un seul homme. On s'est dit, il nous sert... Mais attendez, il y a eu des étapes, des éditions du Tour du Faso où même si on se mettait à 40, on ne pouvait rien. L'adversité était plus forte. Il y en a eu. Mais vous savez, les étapes changent. Il y a eu l'époque de Mikhailou, l'Ukrainien, avec l'équipe italienne, Celi Italia. Ça, c'était en 2000. Il y a eu Saïd Mousri Saïd. Il y a eu Jos Lechtenberg, tout ça. Oui, ils étaient très forts. Une belle mémoire. Oui, qu'est-ce que tu veux. C'est pour cela que je vous permets d'aller au Tour. Et moi, j'ai décidé que bon, le Tour, c'est pour les jeunes. L'adversité était très forte. Le Maroc avait une très belle équipe. Très belle équipe. Il faut préciser que les Marocains participent à des compétitions en Europe.
Ils sont venus avec l'une de leurs meilleures équipes. L'objectif pour eux, c'était clair, c'était de remporter. Maintenant, ceux qui me disent après que oui, les Algériens sont venus, sont déportés, j'ai dit, mais l'Algérie est venue ici à plusieurs tours du Faso avec l'un des meilleurs cyclistes africains des 15 dernières années, Azzedine Lagab. Ils n'ont jamais remporté le Tour du Faso. Je ne sais même pas si Lagab a déjà remporté une étape du Tour du Faso. Donc, et puis quand on regarde au fond, les Belges, c'est pas que de façon tactique, ils n'ont pas voulu contrer Domo. À une étape d'ailleurs, ils l'ont empêché de décoller son sprint. Donc ça veut dire qu'ils avaient pleinement conscience aussi du danger que représentait Domo. Ils l'ont régulièrement fait. Okay. Sauf que cette fois-ci, ils sont tombés sur des Burkinabés qui ont enlevé, on va dire, qui ont décidé tout simplement qu'il fallait que le maillot jaune reste ici. C'était un tour organisé dans des conditions difficiles, très très difficiles, exceptionnelles. Vous aurez remarqué que la Belgique a été la seule nation européenne à venir. Parce que le pays est peint en rouge, vous le savez. Si. Demandez aux Belges si il ne fait pas bon vivre au Burkina, ils vous diront qu'il fait bon vivre au Burkina. Les Marocains, bon, c'est des amis de longue date, on ne va rien dire. Les Camerounais sont venus. Et ce Cameroun-là, il faut s'en méfier parce que moi, je reste persuadé que sur les 5 tours qui viennent, les Camerounais remporteront forcément un. En 2011, lorsque Bangba remporte le tour, Martinier Tega, le Camerounais, tente de lui chipper cette première place. L'écart est de 7 secondes à l'issue de la 10e étape. Si un Camerounais peut venir, lorsque Algérien, Marocain, je sais pas moi, Français, Allemand, tout le monde était là. Si un Camerounais peut se positionner en 2e position et se fixer à 7 secondes du maillot jaune, c'est que le Cameroun, c'est quand même une nation qui vaut quelque chose au niveau du cyclisme africain. Le tour Amissa Bangou est un tour relevé. Donc, oui, Amissa, c'est bien. Chantal Bia. Surtout de parler de la moyenne générale. Allez-y, Ramdi. Il y a des moyennes générales qui varient souvent à 45. Il y a eu 48. Il y a eu même 48, il y a eu 50, je pense. Ah oui. Donc c'est pour dire que ceux qui disent que le niveau n'est pas relevé, non, je pense que là aussi, il y a un qui a dit vraiment sur les réseaux sociaux qui m'a tellement fait rire que le cyclisme c'est l'un des sports où on ne peut pas tricher. Lorsque vous faites 50 km l'heure, je pense que quand même, à vélo, si on vous dit que le niveau n'est pas relevé, je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche encore à ce qui concerne le niveau. Et puis comme on le dit, quand on regarde le classement des équipes, c'est vrai, c'est difficile pour le Burkina souvent de s'imposer. Parce que quand je prends le classement général individuel, après Paul Domo, le Burkinabé qui suit, je pense que c'est Mamadi Boudo qui se retrouve à la 10e place. Donc c'est pour dire que ça n'a pas été du cadeau pour les étalons cyclistes. Mais comme il a dit, ils ont travaillé en équipe. Et il y a eu une étape d'ailleurs où les étalons ont prouvé qu'il fallait cela, c'est-à-dire l'étape, je pense c'est Manga Zignaré, où il y a eu 3 échappés d'ailleurs, 2 Burkinabés et puis 1 du Cameroun. Mais les autres des équipes régionales du centre ont travaillé jusqu'à ce qui a amené les autres poursuivants en direct là, de pouvoir lancer l'assaut. Alors que Paul Domo s'est reposé tranquillement et à l'arrivée, groupé avec ses jambes, il s'est lancé. Où l'écart était en termes de secondes, bien évidemment, c'est pour dire que Paul Domo a remporté ces 5 étapes là suite à des travaux collectifs qui ont été faits dans l'équipe, qui a permis à l'équipe vraiment de pouvoir y arriver. Voilà pourquoi on doit saluer ces cyclistes-là qui ont fait un gros travail, comme de la manière les VDP et autres le font au front. Ils l'ont démontré aussi que non seulement le fait d'organiser, qui est une victoire déjà pour le Burkina Faso, il faut aussi aller conquérir ce drapeau-là, et disons ce maillot-là, pour montrer au monde entier qu'au-delà de tout ce qui est dit, le Burkina Faso a une autre image à présenter. C'est cela. Et justement, parlons parce que vous avez fait un reportage qui s'est avéré prémonitoire. Vous disiez les conditions pour suivre le tour, le journaliste, pour pouvoir rendre et faire vivre au maximum ce qui se passe autour là, à ceux qui sont là devant les petits écrans et tout. C'est pas si facile que ça. Vous le dites et puis le lendemain vous vous trouvez dans un ravin. L'ironie du sort. Voilà, l'ironie du sort. Mais le tour aussi c'est ça. Hein. Oui. Le tour, sont ces petits aléas-là, parce qu'on démarre la course, on ne sait pas à quel moment on va la terminer, hein, et on ne sait pas ce qu'on rencontre quand on traverse. Mais derrière un motard, c'est de l'adrénaline. Quand on tient sa moto, ils vont à combien à l'heure? Effectivement, quand on est derrière le motard, on a de belles images. Ça, c'est déjà bien, parce que on peut se faufiler entre les cyclistes pour les filmer de près de 5, même avant 5, même, je vais dire, au-delà de 5 mètres ou pas loin de 5 mètres comme ça, à côté d'eux. On peut les filmer tranquillement. Et ce sont les belles sans images. Les déranger, oui, on a les belles images. Mais aussi, il faut savoir que être derrière un motard, c'est quand même risqué parce que vous n'avez pas de ceinture de sécurité. Ramdé ne dira pas le contraire. Parce qu'à un moment donné, quand il monte sur un dos d'âne, par exemple, et que tu n'avais pas la tête à ça ou que tu ne voyais pas la route, tu sursautes comme si vraiment tu étais une charge derrière la moto. Voilà, effectivement. Et quand
quand ça arrive, tu as l'impression que voilà, tu vas te retrouver au sol. Mais rassurez-moi, pour votre cas, parce que vous êtes retrouvé dans un ravin, le motard, lui, ça va aussi? Oui, le motard, ça va très bien. Il s'est sorti indemne, il n'y a même pas eu de cicatrice. Voilà. J'en viens parce que maintenant, je pense que les conditions sont bien meilleures. Il fut une époque où, dans certaines étapes, dans certaines villes, les journalistes partaient passer la nuit au commissariat de police. C'était plus facile. Oui, c'est le seul endroit où on pouvait trouver quand même un endroit pour dormir tranquillement, au commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie. Ça se faisait avant. Oui, maintenant, les capacités, il y a plus de commodité. Donc, tomber dans un ravin avec son motard. Bon, écoutez, on aurait souhaité que cela n'arrive jamais. Non, pour faire plus sérieux, c'est vraiment dommage parce que on a frôlé le pire. Je pense que on l'a tous d'abord appris sur les réseaux sociaux. La première chose, on a paniqué. Est-ce qu'Assami va bien? Est-ce que son motard va bien? Mais je pense qu'après, j'aurais aimé le voir avec un bandage sur la tête. J'ai envie de féliciter tous les acteurs qui ont participé à ce tour, notamment la presse. Vous savez, c'est que le travail qu'on fait sur le terrain n'a pas de prix. Voilà, comme il a dit, il a risqué sa vie pour pouvoir faire voir les images au monde entier. On parlait des VDP, mesdames et messieurs. Moi, je disais que on est en train de parler aussi des VDP du micro, des VDP du vélo, des VDP de la transition. Pour vous, ça veut dire que toutes ces personnalités se sont données. Parce que ce tour-là, c'est un défi que le Burkina Faso s'est lancé. Voilà pourquoi, même comme il a dit, il y a des moments où on arrive à trouver que les conditions ne sont pas vraiment comme on le souhaite. Mais chacun s'est donné, s'est sacrifié. Et moi qui vous parle, je peux vous dire que les soirs, c'est catastrophique. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à tenir, tu es fatigué. Parce que tu as des internautes au rendez-vous. Et je pense que dès quand on lance les étapes, on nous écrit sur les réseaux sociaux déjà, mais ton direct c'est quand? Tu as la pression. Mais oui, c'est ça le Burkinabé, et on l'a fait. Et c'est ça le Tour du Faso, surtout cette édition 2023, où on a prouvé au monde entier qu'on est capable. Et je pense que félicitations à tous les acteurs qui ont participé. Monsieur le ministre l'a bien souligné. Il a salué surtout la presse qui a fait un excellent travail. Un travail qui, au-delà de donner l'information, a aussi contribué à valoriser l'image du Burkina Faso. Je pense que c'est surtout ça aussi. Le tout de la résilience, c'est ça tout le message qu'il y a derrière. Oui, mais il faut se dire que le Tour, depuis sa création, ça a toujours été comme ça. Avant, c'est une compétition qui s'est déroulée en juillet. En juillet, vous savez que c'est une saison de pluie. Il y a eu des étapes qui se sont courues sous la pluie où les gens sont arrivés donc sur la ligne d'arrivée pendant qu'il y avait de fortes averses. On a ramené donc le Tour en octobre pour éviter la saison des pluies, mais le Tour ça a toujours été ça. C'est ce qu'il faut aussi, la beauté de ce Tour. C'est à côté quand même un peu sensationnel là. C'est vrai, moi j'ai vu sur une des images d'Assami Tientouré, j'ai vu Ramdé avec son téléphone en train de faire un direct, en train de partir à pas de course derrière un motard. Je ne sais pas ce qu'il cherchait. C'est des choses que nous avons vues, c'est des choses qui font plaisir, mais c'est encore plus grand lorsque à la fin du tour on a le maillot jaune, on a le maillot vert, on a prouvé aux yeux du monde que mais on n'a pas un genou à terre, on est debout. C'est ce qui est très important. Là, on est debout. On pourra reprocher beaucoup de choses à l'organisation du tour. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord. Moi, je pourrais par exemple dire pourquoi avoir laissé Assami Tientouré derrière une moto sans casque. Oui, puis on peut donner. Bon, il avait un casque. Il n'avait pas la ceinture. Sur le sortie du ravin, qu'on enlevait le casque pour me permettre un peu de respirer. Je vous dis que c'est comme si c'était un film, parce que je n'avais pas la tête à ça. Pour moi, c'est un cycliste qui était tombé et je filmais. Voilà. Et c'était vous qui était tombé ou non, c'est un Marocain qui était à terre. Et moi, je suis descendu de la moto, je faisais mes images et quand je suis remonté, je continuais de filmer et lui, il était au bas côté. Voilà, il était au bas côté pour rechercher le goudron et à notre insu, on a débouché dans un ravin. Et franchement, je ne sais pas comment je me suis retrouvé à terre, mais j'ai perdu la batterie de la caméra jusqu'aujourd'hui. Ah oui, donc je pense qu'on va. Oui, on est pratiquement à la fin. Quand vous regardez, c'est vrai qu'on a aujourd'hui, c'est vrai, Domon qui a ce maillot jaune, le maillot vert. Vous entrevoyez comment les choses, parce que vous savez, il faut capitaliser sur les acquis. Aujourd'hui, on est très content parce qu'on a un bloc qui est solide et on a un Domon qui est un peu l'étendard de tout cela. Mais derrière, il faut continuer. Geoffroy, je pense qu'on a déjà Aaron Bibi, on a eu Fabrice Zango. Domon peut se joindre à ceci. Domon a prouvé qu'au Burkina, la concurrence, il la maîtrise. On l'a vu aux Jeux Olympiques de Tokyo, il s'était échappé 75 km avant de se faire attraper. Domon aujourd'hui, il faudrait qu'on travaille à lui permettre demain de se positionner sur des tours majeurs en Europe. Lui trouver des clubs professionnels qui peuvent participer à des compétitions comme la Vuelta, le Giro, et pourquoi pas
le Tour de France. Le Tour de France. On n'a pas la prétention d'aller gagner le Tour de France. Mais outre les Éthiopiens et les Érythréens et les Sud-Africains, des Africains au Tour de France, on n'en voit pas. Domo pourrait être le premier Burkinabé. Pourquoi pas? Le talent, l'envie, la détermination. Domo en a tout ça. Moi, je dirais simplement que ce qu'on retient de positif dans ça, pour la suite, je dirais que c'est peut-être la prise de conscience des Burkinabés et surtout les autorités de la transition sur l'importance du sport dans le rayonnement d'une nation. L'importance du sport dans les moments difficiles d'une nation. Je pense que cette fois-ci, on l'a démontré. Le Burkina aujourd'hui vit grâce à ce Tour du Faso. Le Burkina aujourd'hui change en quelque sorte, ou bien a un argument en quelque sorte de dépeindre l'image qu'on nous avait attribuée. Et je pense que là, chacun de nous a pu retenir quelque chose sur l'importance du sport. Donc, ce qui veut dire que quand on a interviewé, monsieur le ministre l'a dit, oui, la bataille continue. Et je pense qu'il a parlé de Paul Domon, mais il y a beaucoup de jeunes. Quand vous prenez Saturnin Yamogo, qui est une révélation de la compétition à mon avis, le plus jeune, Paul Domon a d'ailleurs commencé comme ça, et aujourd'hui on parle de Paul Domon. Ça veut dire que tout le sport est un facteur très important, comme je l'ai dit la dernière fois, pour le Burkina Faso, pour des nations, et les autorités, les Burkinabés doivent prendre le sport comme un facteur de promotion du pays, du drapeau du pays, et donc mettons les moyens. C'est vrai, on n'a pas l'argent, on veut payer des calages pour aller au front, il y a tellement de choses à faire, mais lorsqu'on bombarde au front, il faut savoir que si on soulève haut le drapeau, ça fait encore plaisir à ceux qui sont au front et ça galvanise encore les Burkinabés à se mettre au travail. Et donc le sport, c'est la leçon à retenir à mon avis, et je pense que la suite, ça promet de bonnes choses parce que les autorités de la transition sont de bonne foi. Oui, je dirais également que c'est une année de transition et il fallait le faire pour montrer la résilience du peuple burkinabé. Et voilà, l'équipe belge est venue montrer également, ils ne sont pas venus en touriste parce qu'ils ont cherché le maillot. Et il faut dire que Rutger, c'est un habitué aussi du Tour du Faso. Et là, en montrant que ce sont les victoires d'étape seulement leur objectif, ça montrait que c'est une équipe aussi qui sait combattre. Et par là, je dirais que c'était un tour qui a été relevé. Il faut retenir que vraiment le Burkina Faso a mouillé le maillot et on a remporté également le maillot. D'ailleurs, même l'équipe belge sera reçue. Elle était déjà reçue puisque c'est ce soir même qu'il devrait être reçu par le Premier ministre burkinabé. Donc je crois que c'est encore féliciter cette équipe qui a accepté de venir et montrer voilà faire confiance à ce pays et au peuple burkinabé. Voilà, ici tout va bien. En tout cas, même si tout n'est pas comme on veut, mais tout va bien. On continue de se battre et on continuera de s'en sortir. Je pense que c'est le message. Et encore félicitations à Domon, à Paul Domon et à toute l'équipe. Et ça, c'est très important parce que n'oublions pas que le cyclisme aussi, c'est un sport d'équipe. Ça, c'est très important. En tout cas, merci à vous, à Sami Timtouré, d'être passé. Merci. On est rassuré qu'il va très bien. Ah oui, ça va. Dieu merci. Et merci aussi à Moussa Alamdé d'être passé de CS Média. Ça a été un plaisir et c'est avec vous que je termine donc ce JDS, journal dimanche soir. On a été content d'être avec vous toutes ces 2 heures. On va ici maintenant prendre congé de vous en espérant vous retrouver dimanche prochain. Et d'ici là, portons-nous bien.